Je m'appelle Ashley Morgan. J'ai 72 ans. Les lustres en cristal de l'émeraude projetaient une lumière dorée sur les nappes blanches et les flûtes à champagne. Ce n'était pas n'importe quel restaurant. C'était là que les plus riches de Boston venaient pour voir et être vus. Là où un verre d'eau coûtait plus cher qu'un déjeuner décent n'importe où ailleurs dans la ville. J'étais assise au coin le plus éloigné de la longue table, essayant de me faire petite, invisible, en fait. Mon tailleur était vieux, acheté au rayon des soldes de Macy's il y a 3 ans. Le tissu était usé au coude, rien à voir avec la soie italienne que portait Jennifer, rien à voir avec la robe de créateur que son mari John portait sous son blazer sur mesure. Ils étaient assis en bout de table. Le rire de Jennifer a résonné dans la salle à manger alors qu'elle trinquait avec un gestionnaire de fonds spéculatifs. John versait du champagne comme si c'était de l'eau du robinet. Chaque bouteille coûtait probablement plus que ce que je dépensais en courses en un mois. Nous étions là pour le 10e anniversaire de mon petit-fils Sammy. Mais en regardant autour de la table, je voyais peut-être 2 personnes qui se souciaient vraiment du garçon. Le reste, c'étaient les associés de Jennifer. Les amis investisseurs de John, des gens qui mesuraient leur valeur à la taille de leur compte bancaire. Mamie Ashley. J'ai senti une petite main tirer sur ma manche. Les grands yeux bruns de Sammy me regardaient, brillants d'anticipation. « Tu l'as apporté ?» a-t-il chuchoté. J'ai souri, le genre de sourire qui venait de quelque part au fond de moi, au-delà de toute la douleur et de l'humiliation des 5 dernières années. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste, ma main tremblant légèrement. Pas à cause de l'âge, j'avais 72 ans, mais j'étais encore stable, mais à cause d'un mélange d'espoir et de crainte. J'ai sorti une petite enveloppe beige. Elle n'avait pas l'air de grand-chose. Le papier était simple, le sceau discret. À l'intérieur se trouvait un bon du trésor de $50. Je l'avais acheté le jour de la naissance de Sammy, il y a 10 ans. C'était une tradition que ma mère avait commencée avec moi, une que mon défunt mari Thomas et moi avions continuée. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agissait de patience. De regarder quelque chose grandir lentement au fil du temps, comme un arbre ou un enfant. D'enseigner la valeur de la gratification différée dans un monde qui exigeait tout. Maintenant. Joyeux anniversaire, mon chéri, ai-je dit doucement, tendant l'enveloppe. Sammy a tendu la main pour la prendre, un sourire sincère se dessinant sur son visage. C'est le bon dont tu m'as parlé ? C'est ça. Celui-ci grandit depuis 10 ans entiers, juste pour toi. Mais avant que ses doigts ne puissent toucher le papier, une main s'est élancée et l'a arraché. Jennifer. Elle a tenu l'enveloppe entre 2 doigts parfaitement manucurés comme si c'était un mouchoir sale. Son bracelet en diamant, celui que je ne savais même pas qu'elle possédait, a capté la lumière alors qu'elle déchirait le sceau. Elle a sorti le bon, l'a lu, puis elle a ri. Pas un petit rire, pas un gloussement poli, un grand et cruel éclat de rire qui a fait que tout le monde à la table a arrêté sa conversation et s'est tourné pour regarder. $50 ? a annoncé Jennifer, sa voix portant à travers le restaurant. Mère, tu es sérieuse ? $50 ? La couleur m'est montée aux joues. J'ai gardé ma voix basse, essayant de sauver le peu de dignité qu'il me restait. Jennifer, c'est un bon du trésor. Il arrive à maturité avec le temps. Ça lui apprend à économiser, à quoi, être radin. Elle a froissé le bon dans son poing. Le bruit du papier écrasé m'a fait tressaillir. Regarde autour de toi, mère. Nous sommes à l'Emerald. Sais-tu ce que coûte ce dîner ? $10 000. C'est ça, la valeur. Que tu donnes à mon fils ce bout de papier ? Ce n'est pas un cadeau. C'est une insulte. J'ai jeté un coup d'œil à Sammy. Son visage était devenu rouge. Il fixait son gâteau d'anniversaire intact, clignant rapidement des yeux. C'est l'intention qui compte, ai-je dit tranquillement. C'est la tradition. Ta grand-mère m'a donné mon premier bon quand j'avais. Quand tu avais quoi, que tu vivais dans les années 1950 ? Les yeux de Jennifer brillaient de quelque chose de froid et de dur. On n'est pas en 1950, mère. C'est le monde réel. Le monde moderne, où $50 ne couvriront même pas les frais de parking. Elle a jeté le bon froissé dans le seau à glace en argent où le champagne refroidissait. Il a atterri avec un léger plouf, coulant entre des bouteilles qui coûtaient plus que mon loyer mensuel. Arrête de gaspiller mon argent avec ces ordures, a-t-elle sifflé. Les mots m'ont frappé comme une gifle.
Mon argent. Comme si chaque dollar de son compte, chaque actif à son nom provenait de sa propre sueur et de son propre sang. La mère de John, assise à 2 sièges de là, s'est penchée vers la femme à côté d'elle. Elle n'a pas pris la peine de baisser la voix. Il faut pardonner à Ashley. Elle devient sénile. On la laisse vivre avec nous par charité, mais elle ne comprend plus comment les choses fonctionnent. Elle est un tel fardeau. Quelques personnes ont gloussé. Ce sont polis et mal à l'aise que les gens font quand ils sont témoins de cruauté mais ne veulent pas s'impliquer. Ils m'ont regardé avec pitié. La pauvre vieille femme vivant de la générosité de sa fille qui a réussi, un fardeau, une relique. J'ai regardé Jennifer. Je l'ai vraiment regardée. C'était la petite fille que j'avais bercée pour l'endormir quand elle faisait des cauchemars. L'adolescente à qui j'avais appris à conduire, la jeune femme à qui j'avais confié mon entreprise il y a 5 ans, lui confiant tout ce que j'avais bâti. Et maintenant, elle me regardait comme si je n'étais rien, comme si j'étais un déchet. J'ai lentement repoussé ma chaise, les pieds raclant contre le sol en marbre, un son dur et fort dans le silence soudain. « Où vas-tu » a demandé Jennifer, l'agacement vif dans sa voix. « On n'a pas encore coupé le gâteau. »« Ne fais pas de scène, mère. »« Je rentre à la maison » ai-je dit tranquillement. « Je suis fatigué. »« Comme tu voudras. » Elle a fait un geste de la main dédaigneux, se retournant déjà vers son ami du fonds spéculatif. « N'espère juste pas que le chauffeur te ramène. Il est occupé. Tu peux prendre le bus. C'est moins cher. Plus ton style. » Je suis sorti de cette salle à manger, le dos droit et la tête haute. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi. Je pouvais entendre les chuchotements reprendre dès que je suis passé. Je suis passé devant le maître d'hôtel qui a regardé mes chaussures usées avec un dédain à peine dissimulé, devant le voiturier qui n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Je suis sorti dans la nuit fraîche de Boston, l'air d'octobre mordant à travers ma veste fine. Mais je ne suis pas allé à l'arrêt de bus. Je suis allé au parking, au coin le plus éloigné où ma vieille Honda était cachée parmi les Mercedes et les Tesla, cachée pour ne pas faire baisser la valeur de la propriété, avait dit Jennifer un jour. Elle plaisantait, en quelque sorte. Je venais de déverrouiller la porte quand j'ai entendu des pas derrière moi. Pendant une seconde folle et pleine d'espoir, j'ai pensé que c'était peut-être Jennifer. Peut-être qu'elle avait réalisé qu'elle était allée trop loin. Peut-être que la fille que j'avais élevée était encore là, quelque part sous les vêtements de marquer la cruauté. Mais ce n'était qu'un commis de restaurant qui sortait les poubelles. « Ça va, madame » a-t-il demandé. Un jeune gars, peut-être 20 ans, des yeux gentils. « Je vais bien, mon chéri. Merci de demander. » Il a hoché la tête et est retourné à l'intérieur. Je suis monté dans ma voiture, mes mains tremblant si fort que j'avais du mal à mettre la clé dans le contact. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je suis juste resté assise là, dans le parking sombre, le bruit des rires et des verres qui tintent dérivant du restaurant. Le son du monde de ma fille, un monde où je n'avais plus ma place. Mon téléphone a vibré, un SMS du docteur Patricia Woods, ma médecin et l'une de mes plus anciennes amies. Comment ça s'est passé? J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, il est temps. Appelle Sullivan. Dis-lui d'exécuter la clause Apocalypse. J'ai démarré le moteur et j'ai quitté le parking. Dans mon rétroviseur, l'émeraude brillait comme un bijou. Mais je savais quelque chose que Jennifer ne savait pas. Ce bijou était sur le point de se briser. Le trajet jusqu'au domaine de Brooklyn a duré 20 minutes. 20 minutes de circulation à Boston, de feux de signalisation et du son lointain des sirènes. 20 minutes pour réfléchir à ce que j'allais faire. Ma poitrine était serrée. J'ai agrippé le volant, me concentrant sur la route, sur ma respiration, pour ne pas laisser la panique prendre le dessus. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était du chagrin. J'étais sur le point de perdre ma fille. Peut-être que je l'avais déjà perdue il y a des années et que je n'avais tout simplement pas voulu le voir. Mais ce soir, le déni est mort. Le domaine est apparu en vue. Des grilles en fer de 3,5 mètres, des pelouses manucurées, un manoir tentaculaire qui ressemblait à quelque chose sorti d'architectural digeste. Jennifer et John vivaient dans la maison principale, 10 chambres, des sols chauffants, une cuisine plus grande que la plupart des appartements. Je vivais dans les quartiers des domestiques aménagés au sous-sol, près de la chaufferie où les tuyaux cliquetaient et sifflaient toute la nuit. Ce sera plus facile pour toi, maman,
avait dit Jennifer il y a 5 ans quand j'avais signé le poste de PDG. Pas d'escalier à monter, tout sur un seul niveau. Mais je savais la vérité. Il me voulait assez proche pour garder Samy quand ça les arrangeait. Assez loin pour qu'il n'ait pas à me voir. Je me suis garé dans le garage et je me suis dirigé vers ma chambre. La porte du sous-sol était coincée, comme toujours, et j'ai dû la pousser avec l'épaule pour l'ouvrir. L'odeur m'a frappé en premier. Béton humide, moisissure, l'odeur métallique de vieux tuyaux. Ma chambre était petite, 3 mètres sur 3,5 peut-être, un lit simple avec un matelas fin, une commode avec un tiroir cassé, un petit bureau où je gardais mon ordinateur portable et quelques livres, une fenêtre en hauteur sur le mur, barrée de fer. Les meubles étaient tous des rebuts de la redécoration de la maison principale par Jennifer et John. Rien n'allait ensemble. La chaise vacillait, la lampe clignotait. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fermé les yeux. 5 ans que je vivais comme ça. 5 ans à être invisible, à être toléré, à regarder ma fille se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Mais ce soir, c'était fini. J'ai tendu la main et j'ai enlevé ma chaussure gauche. J'ai retiré la semelle intérieure, révélant une petite carte micro SD noire collée au talon. C'était mon assurance, le levier que j'avais prié de ne jamais avoir à actionner. Quand j'avais cédé Morgan Logistique à Jennifer, mon avocat, Robert Sullivan, avait rédigé un accord de fiducie très spécifique, une fiducie révocable entre vifs. Jennifer pensait qu'elle possédait les actions de l'entreprise, la maison, les voitures, les comptes. Mais ce n'était pas le cas. Elle en était la bénéficiaire. J'étais la constituante. Et j'avais conservé le pouvoir de tout révoquer à tout moment, pour n'importe quelle raison. Nous l'appelions la clause « Apocalypse ». Je suis allé au bureau et j'ai sorti mon ordinateur portable, celui que Jennifer pensait cassé. Il ne l'était pas. C'était un terminal sécurisé relié par satellite qui contournait entièrement le réseau de la maison. J'ai inséré la carte SD. L'écran est devenu bleu. J'ai tapé une séquence de chiffres, des mots de passe que j'avais mémorisés il y a des années. Puis j'ai plongé la main dans le livre creux sur mon étagère, un exemplaire d'Orgueil et Préjugés, et j'en ai sorti un téléphone jetable. J'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis 5 ans. Il a sonné une fois. Oui. La voix rauque de Robert Sullivan a répondu. Il était réveillé. Je savais qu'il le serait. Sullivan ne dormait jamais beaucoup. C'est Ashley. Une pause. Alors, c'est le moment ? C'est le moment, Robert. Jennifer a franchi la ligne ce soir. Elle m'a humilié. Elle a fait du mal à Samy. Et elle m'a dit d'arrêter de gaspiller son argent. J'ai entendu le clic d'un briquet à l'autre bout. L'expiration de la fumée de cigare. Le son de la réflexion de Sullivan. Quelles sont vos instructions, Ashley ? J'ai fixé la photo encadrée sur mon bureau. Thomas et moi le jour de notre mariage, il y a 50 ans. Il est mort il y a 10 ans, mais je lui parle encore parfois. Généralement tard le soir, quand la solitude devenait trop lourde. Je suis désolé, Tom, pensais-je. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Exécuter la clause Apocalypse, ai-je dit, ma voix stable. Je veux que tout disparaisse, Sullivan. Geler les actifs ne suffit pas. Je veux un rappel total. Compris. Et la liquidité ? Déplacez-la. Videz les comptes d'exploitation. Videz les comptes chèques et d'épargne personnelle. Transférez les 12 millions de dollars en espèces liquides à la holding offshore Oil Caïman. Ne lui laissez rien d'autre que la monnaie dans ses poches. Et la maison ? La maison appartient à la fiducie. Avis d'expulsion immédiatement. Très bien. La voix de Sullivan s'est légèrement adoucie. Ashley, êtes-vous sûr ? Une fois que nous aurons fait ça. Je suis sûr, les jeux interrompus. Elle a fait son choix, Robert. Maintenant, je fais le mien. Et vous ? Où serez-vous ? Je pars. Je prends le bon et je disparais pour un moment. Assurez-vous simplement que les comptes soient à sec d'ici demain matin. Considérez que c'est fait, vieil ami. J'ai raccroché, j'ai fermé l'ordinateur portable, je suis resté assise dans le noir pendant un long moment. Je n'ai pas fait de valise, je n'ai pas emporté de photos. J'ai tout laissé derrière moi qui me rappelait les 5 dernières années. Au lieu de cela, je suis retourné dans le coin cuisine,
juste une plaque chauffante et un mini réfrigérateur, et j'ai sorti la petite glacière où je gardais mes médicaments. Je rationnais mes pilules pour la tension artérielle depuis 3 mois, choisissant entre les ordonnances et les courses. Cela allait bientôt prendre fin. J'ai attrapé mon sac à main, mon téléphone et mes clés. Et puis je me suis souvenu du bon. Je suis retourné au restaurant. Il serait fermé maintenant, mais je connaissais le gérant de nuit. J'avais fait un don suffisant au fonds universitaire de sa fille pour qu'il me doive une faveur. 20 minutes plus tard, j'étais de retour à l'Emerald. La salle à manger était sombre, les chaises empilées sur les tables, mais Miguel, le gérant de nuit, m'a laissé entrer par l'entrée de service. « Miss Morgan », a-t-il dit, son accent épais d'inquiétude. « Vous allez bien ? J'ai entendu ce qui s'est passé ce soir. »« Je vais bien, Miguel. J'ai juste besoin de récupérer quelque chose. » Il m'a conduite à la salle à manger principale. Le seau à glace était toujours là, l'eau à moitié fondue s'accumulant sur la nappe. J'ai tendu la main et j'ai sorti le bon détrempé et froissé. « C'est ça ?» a demandé Miguel. « C'est ça. » Il a regardé le morceau de papier mouillé, puis moi. « Ça a de la valeur pour vous. Plus que vous ne l'imaginez, mon chéri. Plus que vous ne l'imaginez. » Je lui ai donné un billet de $100, l'un des derniers que j'avais en espèces. Ses yeux se sont agrandis. « Miss Morgan, je ne peux pas, prends-le, Miguel. Et souviens-toi que la valeur de quelque chose n'est pas toujours écrite sur le papier. » Je suis retourné au domaine une dernière fois. Pas à ma chambre au sous-sol, mais au garage où je gardais quelque chose que Jennifer ne connaissait pas. Mon Gulfstream G650. Jennifer avait voulu le vendre il y a 2 ans. Trop vieux, avait-elle dit. Nous avons besoin du modèle plus récent. Mais le jet était à mon nom. Personnellement, pas à celui de l'entreprise. Elle ne pouvait pas y toucher. Je l'avais entretenu, je l'avais fait le plein, j'avais gardé le pilote sous contrat, juste au cas où. Ce soir, c'était le « juste au cas où ». J'ai ramené le bon dans ma chambre et je l'ai soigneusement aplati sur le bureau. L'eau l'avait taché, avait froissé les bords, mais il était toujours valide. Je l'ai placé au centre de mon oreiller. Puis j'ai pris un morceau de papier et un stylo et j'ai écrit « Tu as dit que c'était ton argent, Jennifer. Tu avais tort. Ça n'a jamais été ton argent. C'était le mien. Et maintenant, je le reprends. Mère. » J'ai laissé la note à côté du bon. Je suis sorti de la porte du sous-sol et je suis entré dans la nuit, passant devant le garage avec sa collection de voitures de luxe, devant la piscine où Jennifer organisait ses fêtes somptueuses, devant les jardins que j'avais autrefois entretenus moi-même avant que mes genoux ne me fassent mal. J'ai franchi le portail et je n'ai pas regardé en arrière. Au matin, quand le soleil se lèverait sur Boston, ma fille se réveillerait pauvre, et je serais un fantôme. Le soleil du matin a frappé les fenêtres de la chambre principale à exactement 7 heures. Jennifer aimait ses routines. Se réveiller, s'étirer dans des draps en coton égyptien, sonner pour le café. D'habitude, c'était moi qui l'apportais. Je moulais les grains, faisais mousser le lait juste comme elle l'aimait. Ajoutais exactement une demi-cuillère à café de sirop de vanille. Mais ce matin, la sonnette a sonné dans le silence. Je n'étais pas là pour l'entendre. J'étais à 12 000 mètres au-dessus de la Pennsylvanie, regardant Boston disparaître derrière moi par le hublot de l'avion. Mais je pouvais l'imaginer. Je l'avais vécu pendant 5 ans. Je savais exactement ce qui se passait. Jennifer s'est réveillée avec son réveil, le même réveil qui la réveillait depuis 20 ans. Elle a tendu le bras et l'a éteint, puis a étiré ses bras au-dessus de sa tête. Les draps étaient frais et lisses contre sa peau. La chambre était parfaitement climatisée, 22 degrés, pas 1 degré de plus ou de moins. Elle s'est assise et a appuyé sur le bouton de sa table de chevet, le petit buzzer qui se connectait à ma chambre au sous-sol. Elle a attendu. Pas de bruit de pas dans les escaliers. Pas de léger coup à la porte. Pas d'odeur de café frais montant de la cuisine. Elle a appuyé à nouveau, plus longtemps cette fois. Toujours rien. « John », dit-elle en secouant l'épaule de son mari. « John, réveille-toi. » Il a grogné et s'est retourné. « Quoi ? » Mère ne répond pas, va voir. Va voir toi-même. J'ai une réunion du conseil à 9 heures. J'ai besoin de prendre une douche. Elle sortait déjà ses jambes du lit, attrapant sa robe de chambre en soie. Vas-y et dis-lui que j'ai besoin de mon latte maintenant.
John a grommelé, mais s'est levé. Il a traîné les pieds hors de la chambre en pantalon de pyjama, se dirigeant vers le couloir en direction des escaliers du sous-sol. Jennifer est allée dans la salle de bain et a allumé la douche. Elle l'avait calibrée parfaitement, 39 degrés avec juste la bonne pression. Elle est entrée sous le jet, a fermé les yeux et a attrapé son shampoing à la lavande importée. L'eau a frappé ses épaules, chaude, parfaite, puis elle s'est arrêtée. Pas progressivement, pas une lente diminution, juste partie. Elle est restée là, du savon dans les cheveux, l'air froid lui donnant la chair de poule. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, a-t-elle marmonné. Elle a essayé le robinet. Quelques gouttes qui crachotaient, puis rien. John, a-t-elle crié. Elle a enroulé une serviette autour d'elle et est sortie en trombe dans le couloir, l'eau dégoulinant sur le parquet. Le parquet qu'elle avait fait refaire le mois dernier pour 30 000 $. John, l'eau est coupée. Pas de réponse. Elle a entendu des pas marteler les escaliers du sous-sol. John est apparu, le visage blanc. Elle est partie, a-t-il dit. Comment ça, partie? Je veux dire, partie. Sa chambre est vide. Tout a disparu. L'estomac de Jennifer a fait un drôle de tour. Elle est probablement juste partie se promener. Tu sais comment elle est le matin. Jennifer. La voix de John était étrange. Tendue. Son ordinateur portable a disparu. Ses médicaments. Même cette horrible peinture qu'elle gardait près du lit. Elle n'est pas partie se promener. Elle est partie. Pendant un instant, Jennifer est restée là, dégoulinante et froide. Puis elle a ri. Partie? Ne sois pas ridicule. Où irait-elle? Elle n'a pas d'argent. Elle sort à peine de la maison. Je te dis que la chambre est vide. Jennifer l'a bousculée et s'est dirigée vers le sous-sol. Elle a descendu les escaliers 4 à 4, ses pieds mouillés claquant sur le béton. John avait raison. La chambre était vide. Le lit était fait, mais dépouillé de drap. La porte du placard était grande ouverte, révélant des cintres vides. Le bureau était dégagé. Sur l'oreiller, quelque chose de blanc a attiré son regard. Elle s'est approchée lentement, a ramassé le morceau de papier, et là, en dessous, se trouvait le bon de 50 $ qu'elle avait jeté dans le seau à glace la nuit dernière, lissé, soigneusement placé. Elle a lu la note. Tu as dit que c'était ton argent, Jennifer. Tu avais tort. Ça n'a jamais été ton argent. C'était le mien, et maintenant, je le reprends. Mère. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang, a dit John depuis l'embrasure de la porte. Les mains de Jennifer ont commencé à trembler. Pas de froid maintenant, mais d'autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la glace se propageant dans sa poitrine. Ça veut dire. Elle s'est arrêtée, a réessayé. Ça ne veut rien dire. Elle est juste en train de faire du drame, d'essayer de me faire culpabiliser pour hier soir. Mais même en le disant, elle ne le croyait pas. Son téléphone a vibré dans la poche de sa robe de chambre. Elle l'a sorti. Une notification de son application bancaire. Elle a froncé les sourcils et l'a ouverte, s'attendant à voir le résumé matinal habituel. Solde des comptes, transactions récentes, performance du portefeuille d'investissement. L'écran s'est chargé et le monde de Jennifer a basculé. Compte chèque, 0 $. Compte d'épargne, 0 $. Portefeuille d'investissement, accès refusé. Contacter l'administrateur. Elle a rafraîchi. Rafraîchi à nouveau. Les chiffres n'ont pas changé. Non, a-t-elle chuchoté. Non, 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 non. Elle a ouvert son application de carte de crédit avec des doigts tremblants. American Express noir, annulé par le titulaire du compte. Visa platine, signalé volé. Compte gelé. Compte bancaire joint, compte fermé par le titulaire principal. John, sa voix est sortie aiguë et mince. John, il y a un problème avec mes comptes. Quoi? Tout est à zéro. Les cartes sont annulées. Ce doit être une erreur. Un piratage ou quelque chose du genre. Elle composait déjà le numéro du service client de la banque, ses doigts tâtonnant sur les chiffres. Il a sonné 4 fois avant que quelqu'un ne décroche. Bonjour. Ici la First Boston National. Je m'appelle Kevin. Comment puis-je? C'est Jennifer Morganet.
Il y a eu une erreur avec mes comptes. Tout affiche 0 et j'ai besoin que vous régliez ça immédiatement. Je serais heureux de vous aider avec ça, Madame Morganet. Puis-je vérifier quelques informations d'abord? Date de naissance. Elle l'a débité avec son numéro de sécurité sociale et le nom de jeune fille de sa mère. Enfin, le nom de jeune fille d'Ashley. Harrison. Merci. Je consulte vos comptes maintenant. Pouvez-vous me dire de quel compte il s'agit? Tous. Chèque, épargne, investissement, carte de crédit. Tout affiche des erreurs. Une pause. Clic de clavier. Je vois. Madame Morganet. Selon nos dossiers, ces comptes ont été fermés ce matin à 8h01 par le titulaire principal du compte. C'est moi. Je suis le titulaire principal. En fait, madame, le titulaire principal du compte est listé comme Ashley Morgan. Vous étiez une utilisatrice autorisée sur ces comptes. Le sol semblait se dérober sous les pieds de Jennifer. C'est impossible. Je suis la PDG de Morgan Logistique. Ce sont des comptes d'entreprise. Les comptes de l'entreprise ont également été gelés, madame. Par ordre du conseil d'administration. Je vois un avis ici qui dit, laissez-moi lire ça correctement. Statut de bénéficiaire résilié conformément à l'accord de fiducie, section 14, paragraphe B. Quel accord de fiducie? De quoi parlez-vous? Je suis désolé, madame, mais je n'ai pas accès à ces détails. Vous devriez contacter l'administrateur de la fiducie. Le nom listé ici est Robert Sullivan de Sullivan & Moore. Jennifer a mis fin à l'appel. Elle est restée là, dans la chambre vide de sa mère morte, dans sa serviette mouillée, tenant un téléphone mort et un bon de $50. Et puis les lumières se sont éteintes. Pas seulement au sous-sol, dans toute la maison. Elle a entendu John jurer à l'étage. A entendu quelque chose se briser. Les services publics. Les services publics étaient aussi au nom de la fiducie. Les genoux de Jennifer ont cédé. Elle s'est assise lourdement sur le matelas nu. Qu'est-ce qu'elle a fait? A-t-elle chuchoté à la pièce vide? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? J'ai tout vu depuis l'écran de mon ordinateur portable. Les caméras de sécurité de la maison étaient sur un système séparé, un dont Jennifer ne connaissait même pas l'existence. J'ai vu son visage devenir blanc en lisant le relevé bancaire. Je l'ai vu s'effondrer sur mon lit de prison, alors que les lumières s'éteignaient. Et je n'ai rien ressenti. Non, c'était un mensonge. Je ressentais tout. La rage et le chagrin et la culpabilité et la satisfaction, tout se mélangeant dans ma poitrine jusqu'à ce que je pense que j'allais être malade. Le docteur Patricia Wood était assise à côté de moi dans l'avion, sa main sur mon épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, Ashley ?» a-t-elle dit doucement. « Alors pourquoi ça fait si mal ? » Parce qu'elle est toujours ta fille et que tu es toujours sa mère. Ça ne change pas juste parce que tu as dû te choisir pour une fois. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je ne pouvais plus regarder. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Patricia a serré mon épaule. Maintenant on atterrit à New York. Maintenant tu te reposes. Maintenant tu te souviens que tu n'es pas seulement une mère. Tu es Ashley Morgan. Tu as bâti un empire. Et tu viens de le reprendre. Je me suis adossé au siège en cuir et j'ai fermé les yeux. Par le hublot, l'Amérique défilait sous nous. Des villes et des terres agricoles, des rivières et des autoroutes. Tout un pays qui n'avait aucune idée que dans un sous-sol à Brooklyn, Massachusetts, une dynastie venait de tomber. Et dans le ciel au-dessus, une femme de 72 ans volait vers la liberté. Le jeu venait de commencer. Jennifer est restée assise dans le noir pendant un long moment. Elle n'était pas sûre de combien de temps, ça aurait pu être 10 minutes, ça aurait pu être 1 heure. Le temps semblait étrange sans le bourdonnement de l'électricité, sans les horloges à LED, sans le bruit de fond d'une maison qui était toujours allumée, toujours en marche, toujours consommant de l'énergie comme elle consommait tout le reste. Elle a entendu John se déplacer à l'étage, le bruit des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient, le bruissement des vêtements. Finalement, elle s'est levée. Sa serviette était tombée à un moment donné. Elle était nue dans la chambre de sa mère, dans le noir. Elle a tâtonné pour trouver la porte, a trébuché en montant les escaliers du sous-sol et a émergé dans la cuisine. Une faible lumière grise filtrait par les fenêtres. L'aube se levait sur Boston.
John était dans la chambre en train de s'habiller. Il avait mis un jean et un pull. Des vêtements décontractés, le genre qu'il ne portait plus jamais. « Je vais au bureau », a-t-il dit sans la regarder. « Le bureau ? John, on doit comprendre ce qui. » « Il n'y a rien à comprendre, Jennifer. » Il a enfilé ses chaussures. « Ta mère nous a foutus en l'air. » C'est aussi simple que ça. Mais comment ? C'est juste une vieille femme. Elle ne sait même pas comment utiliser son iPhone correctement. John l'a regardé alors. L'a vraiment regardé. Et quelque chose dans ses yeux l'a glacé de nouveau. « C'est ce que tu pensais ?» a-t-il demandé doucement. Que ce n'était qu'une vieille dame sénile qui avait besoin qu'on s'occupe d'elle ? Eh bien, elle vivait au sous-sol. Elle avait besoin de nous. Elle a choisi de vivre au sous-sol parce que nous l'y avons mise. Il a secoué la tête. Jésus, Jennifer. Elle a bâti Morgan Logistique à partir d'un seul camion. Un seul camion. Elle en a fait une entreprise de plusieurs millions de dollars. Et tu pensais qu'elle était stupide ? Je n'ai jamais dit. Tu l'as traitée comme si elle était stupide. Tu l'as traitée comme une ordure. Et maintenant elle est partie. Et tu es surprise qu'elle ait emporté son argent avec elle. Son argent ? C'est notre argent. Je dirige cette entreprise depuis 5 ans. Non. John a pris son portefeuille sur la commode. Tu dépenses son argent depuis 5 ans. Il y a une différence. Il est passé devant elle, hors de la chambre, en bas des escaliers. Elle l'a suivi, sa voix montant. Où vas-tu ? Je t'ai dit, au bureau. Pour faire quoi ? Pour voir si j'ai encore un travail. Pour voir si peut-être, juste peut-être, je peux sauver quelque chose de ce désastre que tu as créé. J'ai créé ? Tu étais là hier soir. Tu es resté assis et tu n'as rien dit pendant que tu jetais un bon de $50 à la poubelle et que tu traitais ta mère de déchet. John s'est retourné pour lui faire face au bas des escaliers. Oui, j'étais là et je n'ai rien dit. C'est de ma faute. Il a attrapé ses clés sur le crochet près de la porte. John, s'il te plaît. On doit rester ensemble. On doit trouver une solution ensemble. Ensemble ? Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour dans son rire. Comme on était ensemble quand tu criais sur ta mère devant la moitié de Boston ? Comme on était ensemble quand tu l'as coincée dans une chambre au sous-sol sans fenêtre. Elle a dit qu'elle aimait ça. Elle a dit que c'était plus facile. Et tu l'as cru. La voix de John était douce maintenant. Mortellement douce. Ou tu voulais juste la croire parce que c'était pratique. Jennifer a ouvert la bouche, l'a refermée, n'a pas trouvé de mots. Je pars, a dit John. Je reviendrai ce soir, peut-être. Si j'ai encore quelque chose à quoi revenir. Il est sorti. La porte s'est refermée derrière lui avec un léger clic. Et Jennifer était seule dans la grande maison sombre et silencieuse. Elle est restée là, dans le hall d'entrée, le hall avec ses sols en marbre importé et son lustre qui coûtait $40 000. Et elle a essayé de comprendre ce qui se passait. Sa mère était partie. L'argent était parti. Le courant était coupé. Tout était faux. Elle est allée au bureau et a ouvert le tiroir où il gardait les documents importants. Déclaration de revenus, police d'assurance, l'acte de propriété de la maison. Sauf que l'acte n'y était pas. Elle a sorti dossier après dossier, éparpillant des papiers sur le bureau. Certificat de naissance, acte de mariage, dossier scolaire de Samy. Finalement, elle l'a trouvé. Un dossier étiqueté, fiducie familiale Morgan, confidentiel. Elle avait déjà vu ce dossier, mais n'avait jamais regardé à l'intérieur. Ashley avait dit que ce n'était que des formalités administratives, des trucs ennuyeux. Jennifer l'a ouvert maintenant, et là, c'était l'accord de fiducie. 50 pages de langage juridique qui auraient aussi bien pu être écrites en grec ancien pour ce qu'elle pouvait en comprendre, mais certaines phrases lui ont sauté aux yeux. Le constituant conserve le pouvoir absolu de révoquer. Le statut de bénéficiaire peut être résilié pour motif valable. La faute grave inclut, mais sans s'illimiter, l'humiliation publique du constituant, le détournement d'actifs de la fiducie, le manquement à l'obligation fiduciaire. Les mains de Jennifer ont commencé à trembler si fort que les papiers ont bruissé. Elle a sorti son téléphone, batterie morte, et a couru à l'étage pour trouver l'ordinateur portable de John.
Elle l'a branché, a attendu qu'il démarre et a cherché, droit des bénéficiaires de fiducie révocables. Le premier article qui est apparu, que se passe-t-il lorsque vous êtes retiré en tant que bénéficiaire d'une fiducie? Elle a lu et a senti le fond se dérober sous ses pieds. Elle n'était pas la propriétaire de Morgan Logistique. Elle n'avait jamais été la propriétaire. Elle était la bénéficiaire d'une fiducie que sa mère contrôlait. Et les bénéficiaires pouvaient être retirés à tout moment, pour n'importe quelle raison que le constituant jugeait suffisante. « Oh, mon Dieu !» a-t-elle chuchoté à la pièce vide. « Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu !» Elle a pensé à la nuit dernière, aux choses qu'elle avait dites, à la façon dont elle avait agi. L'humiliation publique, traiter le cadeau de sa mère de déchet devant témoins. C'était un motif valable. C'était définitivement un motif valable. Jennifer s'est levée, a fait les 100 pas dans la pièce, s'est rassise, s'est relevée. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin d'un avocat. Elle avait besoin de son téléphone. Où était son téléphone? Elle l'a trouvé sur le comptoir de la salle de bain, l'a branché, a attendu qu'il se charge suffisamment pour s'allumer. Finalement, l'écran s'est allumé. 53 appels manqués. 47 SMS. Elle les a fait défiler avec une horreur croissante. Réunion du conseil annulée. Directeur. J'ai besoin de parler d'urgence. Directeur financier. Que se passe-t-il? Vice-président des opérations. C'est vrai? Directeur marketing. Et puis, en bas, un SMS d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, Madame Morganet. C'est Robert Sullivan de Sullivan & Moore. Nous devons nous rencontrer à mon bureau. Demain à 9 h. Ne soyez pas en retard. Jennifer a fixé le message. Sullivan, l'avocat de sa mère. L'homme qui avait rédigé l'accord de fiducie. L'homme qui exécutait apparemment les ordres d'Ashley de détruire tout ce pour quoi Jennifer avait travaillé. Elle a répondu, j'y serai. Puis elle a jeté le téléphone à travers la pièce et a crié. L'enseigne au néon vacillait contre le ciel gris de Boston. Starlight Motel. 3 lettres étaient grillées, on lisait donc, Starlight Mo. Jennifer était assise sur le siège passager de la BMW de John, la seule voiture qu'ils avaient encore parce qu'elle était louée au nom de l'entreprise de son père, et elle fixait le bâtiment. Peinture écaillée, parking fissuré, un distributeur automatique avec une vitre cassée. C'était à 16 km de la ville, à côté d'une autoroute qui sentait le diesel et la friture. On ne reste pas ici, a-t-elle dit. John n'a pas répondu. Il fixait son téléphone, l'application bancaire qui affichait toujours 0 sur tous les comptes. John, on ne reste pas ici. Où suggères-tu d'aller? Sa voix était plate. Morte. On a 800 $. C'est tout. C'est tout ce qu'on a au monde. On a des amis. On peut t'appeler. J'ai appelé. Il s'est tourné pour la regarder. Toute la matinée. Chaque numéro de mes contacts. Tu sais combien de personnes ont répondu? 3. Tu sais ce qu'elles ont dit? Tellement désolé. Je dois y aller, on se parle plus tard. Jennifer a senti sa poitrine se serrer. Ils sont occupés. C'est lundi matin. Tout le monde est. Tout le monde sait, Jennifer. Il a ouvert la portière de sa voiture. La réunion du conseil a eu lieu ce matin. Session d'urgence. L'avocat de ta mère était là. À l'heure qu'il est, chaque personne du quartier financier de Boston sait qu'Ashley Morgan a coupé les ponts avec sa fille et a repris son entreprise. Il est sorti de la voiture, s'est dirigé vers le bureau du motel. Jennifer est restée assise là, fixant le tableau de bord, la jauge d'essence presque vide, ses mains, qui portaient encore les bagues que John lui avait données, une bague de fiançailles de 2 carats, une alliance sertie de diamants, valant ensemble peut-être 60 000 $. Elle pourrait les mettre en gage. La pensée lui a retourné l'estomac. Elle est sortie de la voiture et a suivi John à l'intérieur. Le réceptionniste du motel les a regardés de haut en bas. A remarqué le tailleur Chanel de Jennifer, les mocassins italiens de John, la BMW sur le parking. On ne loue pas à l'heure, a-t-il dit. On a besoin d'une chambre pour la semaine, a dit John. Combien? 40 la nuit. 280 pour la semaine. Espèce seulement. John a compté 300 $.
Le réceptionniste lui a tendu une clé attachée à une étiquette en plastique. Chambre 104. La chambre sentait la fumée de cigarettes et le nettoyant industriel. Il y avait un lit avec un matelas affaissé, une télévision boulonnée au mur, une salle de bain de la taille d'un placard. Jennifer est restée dans l'embrasure de la porte, incapable de se résoudre à entrer. « Allez » a dit John. Il avait déjà laissé tomber leur sac de voyage, fait à la hâte ce matin avec tout ce qu'il pouvait attraper, sur le lit. « C'est temporaire » a dit Jennifer. « Juste le temps qu'on trouve quoi faire. »« C'est ça, temporaire. » Mais ils savaient tous les deux que non. Jennifer est finalement entrée, s'est assise sur le bord du lit. Les ressorts ont grincé. La couette était rêche et fine. Il y a 24 heures, elle s'était réveillée dans un lit king size avec un matelas en mousse à mémoire de forme et des draps en soie. Elle avait un dressing plus grand que toute cette pièce. Elle avait tout. Maintenant, elle avait une chambre de motel qui coûtait $40 la nuit et qui sentait les erreurs de quelqu'un d'autre. Elle a mis son visage dans ses mains. « J'ai besoin d'appeler Samy », a-t-elle dit. « Il est à l'école. J'ai besoin d'entendre sa voix. » Jennifer. La voix de John était sèche. L'appeler maintenant. Pour lui dire quoi? Qu'on est fauché et qu'on vit dans un motel? Que sa grand-mère nous a détruits? À quoi ça sert? Elle a levé les yeux vers lui. Tu me blâmes. Je nous blâme tous les deux. C'est moi qu'elle a puni. C'est moi qui. Sa voix s'est brisée. C'est ma mère, John. Ma mère. Comment a-t-elle pu faire ça? John s'est assis à côté d'elle. Pendant un instant, elle a pensé qu'il pourrait mettre son bras autour d'elle. La réconforter. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone et l'a fixé. On a besoin d'argent, a-t-il dit. De l'argent réel, assez pour engager un avocat. Assez pour se battre. Se battre comment? Tu as lu l'accord de fiducie. Elle peut révoquer notre statut pour motif valable. Et ce que j'ai fait hier soir était cruel. Je sais. La mâchoire de John s'est crispée. Mais elle a 72 ans, Jennifer. Elle agit bizarrement depuis des mois, oublie des choses, devient confuse. Non, pas du tout. Si. On a juste besoin de le documenter. Il s'est levé, a fait les 100 pas dans la petite pièce. On l'a fait déclarer inapte. On obtient une tutelle. Puis on inverse tout. Le cœur de Jennifer a commencé à battre plus vite. Tu veux dire? Je veux dire qu'on prouve qu'elle n'est pas mentalement apte à prendre ses décisions. Qu'elle souffre de démence ou quelque chose du genre. Qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Mais elle ne souffre pas de démence. John a arrêté de faire les 100 pas, l'a regardé. Vraiment? Pense-y. Le comportement erratique, donné à Samy ce bond bizarre, disparaître au milieu de la nuit. Ce ne sont pas les actions d'une personne saine d'esprit. Jennifer voulait argumenter, voulait dire que sa mère était la personne la plus vive qu'elle connaissait, qu'Ashley Morgan avait bâti un empire grâce à sa ruse et son intelligence. Mais elle était si fatiguée, si effrayée. Et l'idée que tout cela puisse être réparé, qu'il puisse annuler le désastre, était trop tentante. Comment? A-t-elle demandé doucement. Je connais un médecin, a dit John. Un gars avec qui je travaillais. Il est flexible sur les diagnostics. Tu veux dire qu'il mentira? Je veux dire qu'il nous aidera, moyennant un prix. Quel prix? On n'a pas d'argent. On en aura une fois qu'on aura repris le contrôle. John s'est agenouillé devant elle, a pris ses mains. Jennifer, écoute-moi. On peut arranger ça. On peut tout récupérer. Mais on doit agir vite, avant que ta mère ne fasse plus de dégâts. Elle voulait le croire. Mon Dieu, elle voulait le croire. D'accord, a-t-elle chuchoté. D'accord, appelle-le. J'étais assise dans la suite pentouse de l'hôtel Saint-Régis à Manhattan, regardant les images de sécurité du parking du motel. Sullivan avait mis un traceur sur la voiture de John la nuit précédente. Ce n'était pas illégal. La voiture était louée par une société dont j'étais partiellement propriétaire. Tout était en règle. Légal, mais pas gentil. J'ai regardé Jennifer sortir de la BMW, je l'ai regardée se tenir là, fixant le motel comme si c'était une prison, et j'ai senti ma poitrine se serrer. Éteins ça,
a dit le docteur Patricia Woods derrière moi. J'ai besoin de voir. Tu as besoin de te reposer. Patricia a pris l'ordinateur portable de mes mains et l'a fermé. Ashley, tu n'as pas dormi depuis 36 heures. Ta tension est au plafond. Si tu ne prends pas soin de toi, tu ne vivras pas assez longtemps pour voir ça jusqu'au bout. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu as fait une crise de panique dans l'avion. Tes mains tremblent. Et tu as failli t'évanouir ce matin. J'ai regardé mes mains. Elle avait raison. Elle tremblait. Je lui ai tout donné, Patricia, ai-je dit doucement. Tout ce que j'avais, et ce n'était toujours pas assez. Tu lui as donné des choses. De l'argent, des opportunités. Patricia s'est assise à côté de moi sur le canapé. Mais tu n'étais pas là, H. Tu construisais l'entreprise. Tu faisais des affaires. Tu étais. J'étais une mauvaise mère. Les mots faisaient mal à dire. Je sais. J'étais absente. J'ai manqué son enfance. Tu construisais son avenir. Je construisais un empire. Il y a une différence. Je me suis adossé, j'ai fermé les yeux. Elle a raison de me détester, Patricia. J'aurais juste aimé qu'elle me déteste en face au lieu de prendre mon argent et de me traiter comme une ordure. Patricia est restée silencieuse pendant un long moment. Alors, veux-tu arrêter? J'ai ouvert les yeux. Quoi? Ça. Tout ça. Veux-tu arrêter? Appeler Sullivan. Lui dire de rétablir les comptes. Ramener Jennifer dans le giron. Est-ce que je le voulais? J'ai pensé à la chambre du sous-sol. Aux 5 ans d'invisibilité. Au regard de Jennifer quand elle a jeté ce bon dans le seau à glace. Non, ai-je dit. Je ne veux pas arrêter. Mais j'aimerais me sentir plus mal à ce sujet que je ne le fais. Tu te sens terriblement mal. Je le vois. Pas assez terriblement. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sullivan. Jennifer vient de contacter le docteur Vincent Russo. Psychiatre discrédité connu pour ses diagnostics frauduleux. Elle prépare quelque chose. J'ai montré le message à Patricia. Elle va essayer de te faire déclarer inapte, a dit Patricia. Je sais. Ashley, si elle réussit. Elle ne réussira pas. Parce que je vais lui donner exactement ce qu'elle veut. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre. Manhattan s'étendait sous moi, tout d'acier, de verre et d'ambition. Je vais la laisser me trouver. La laisser penser qu'elle m'a attrapé. Et puis je vais lui montrer ce qui se passe quand on chasse un tigre. Qu'est-ce que tu prépares? J'ai souri. Ce n'était pas un gentil sourire. La justice, Patricia. Je prépare la justice. Jennifer était assise en face du docteur Vincent Russo dans son cabinet, une ancienne boutique reconvertie entre un salon de manucure et un service de change. L'homme avait peut-être 60 ans, des cheveux clairsemés et un costume bon marché qui sentait la cigarette. Son diplôme de médecine était encadré au mur, mais elle pouvait voir où il avait été plastifié et replastifié, probablement révoqué et réintégré plus d'une fois. Alors, a dit Russo en s'adossant à sa chaise. Vous voulez que j'évalue votre mère? Je veux que vous disiez la vérité, a dit Jennifer prudemment. Qu'elle n'est pas mentalement compétente, qu'elle souffre de démence. Et est-ce le cas? Jennifer a hésité. Elle a 72 ans. Elle a agi de manière erratique, oublie des choses. Oh! Russo a sorti un bloc-notes. Quel genre de choses? Elle a donné à mon fils un bon de $50 pour son anniversaire au lieu d'un vrai cadeau. Russo l'a regardé par-dessus ses lunettes. Ce n'est pas de la démence, Madame Morganet. C'est être radin. Ce n'est pas un comportement normal. Elle avait l'habitude de donner des cadeaux appropriés. Quand a-t-elle donné un cadeau approprié pour la dernière fois? Jennifer y a réfléchi. Ne s'en souvenait pas, ça fait un moment. Combien de temps, un moment? Je ne sais pas. Quelques années. Donc, depuis quelques années, votre mère donne des cadeaux modestes. Et vous pensez que cela indique une démence? Ce ne sont pas que les cadeaux. Elle vivait dans notre sous-sol. Elle restait seule. Elle parlait à peine au dîner de famille. Lui avez-vous demandé de vivre au sous-sol?
Nous lui avons offert une chambre là-bas parce qu'il n'y avait pas d'escalier. C'était plus facile pour elle. Je vois. Russo a pris une note. Et les cadeaux modestes, l'isolement. Ça a commencé quand? Il y a environ 5 ans, quand elle a pris sa retraite. Donc, elle a pris sa retraite, a emménagé dans votre sous-sol à votre suggestion, et est devenue renfermée. Et maintenant elle vous a déshérité, et vous voulez que je dise qu'elle est inapte. Le visage de Jennifer s'est empourpré. Ce n'est pas comme ça. Alors comment est-ce? C'est ma mère. Je m'inquiète pour elle. Elle a disparu au milieu de la nuit. Elle a vidé tous nos comptes bancaires. Elle ne réfléchit clairement pas, Russo s'est penché en avant. Madame Morganey, laissez-moi être direct avec vous. Ce que vous décrivez n'est pas de la démence. C'est de la vengeance. Le mot flottait dans l'air entre eux. Je peux vous aider, a poursuivi Russo. Mais ce ne sera pas bon marché et ce ne sera pas joli. Nous devrions la faire venir devant moi pour une évaluation. Nous devrions documenter un comportement erratique. Et même alors, n'importe quel avocat compétent pourrait démolir mon témoignage. Combien? 50 000 en espèces, d'avance. Jennifer a ri. Un rire dur et amer. Je n'ai pas 50 000. Je n'ai pas $50. Alors vous n'avez pas de dossier. Russo s'est levé. Revenez quand vous aurez de l'argent. Attendez. Jennifer s'est levée aussi. Et si? Et si je pouvais garantir le paiement après que nous ayons récupéré la fiducie? Les garanties ne paient pas mes factures. S'il vous plaît. Le mot avait un goût d'acide. Je suis désespéré. Ma mère a tout détruit. J'ai un fils. Sa voix s'est brisée. Je n'ai rien. Russo l'a étudié pendant un long moment. Puis il a soupiré. Il y a une autre option, a-t-il dit lentement. Plus agressive, plus de risques, mais ça pourrait fonctionner plus vite. Quelle option? On n'attend pas une évaluation ordonnée par le tribunal. On crée une situation d'urgence. On prouve que votre mère est un danger pour elle-même ou pour les autres. On la fait interner. Comment? On la trouve. On documente son comportement irrationnel. Et on encourage cette irrationalité. Puis on appelle les secours, on la fait interner pendant 72 heures. Pendant ce temps, on lui fait signer une procuration. Jennifer a eu la nausée. Vous voulez dire? La droguer? Je veux dire, la sédater pour sa propre sécurité. Les yeux de Russo étaient froids. Écoutez, madame, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Vous voulez que je brandisse une baguette magique et que je règle vos problèmes? Je vous dis ce qui fonctionne. Ce que vous faites de cette information, c'est à vous de voir. Jennifer est restée là, le cœur battant. C'était mal. Tellement mal. Mais elle a pensé à la chambre de motel, à Samy, à tout perdre parce que sa mère était vindicative et cruelle. J'y réfléchirai, a-t-elle dit. 3 jours plus tard, Jennifer a reçu l'appel. Numéro inconnu. Elle a failli ne pas répondre, mais quelque chose l'a poussée à décrocher. Allô? Une voix de femme, basse et urgente. Est-ce Jennifer Morganey? Oui. Qui est-ce? Je ne peux pas donner mon nom, mais je travaille à l'hôpital général de Boston. J'ai vu les reportages sur votre mère. Le cœur de Jennifer s'est arrêté. Elle va bien? Elle est blessée? Elle est ici, dans le service de gériatrie. Elle s'est enregistrée sous un faux nom, mais je l'ai reconnue sur les photos. Elle a l'air confuse. Elle n'arrête pas de demander en quelle année on est. Elle pense qu'on est en 1985. Oh, mon Dieu. Jennifer a attrapé son sac à main, ses clés. Quelle chambre? J'arrive tout de suite. Attendez. Je pourrais perdre mon travail pour vous avoir appelé. Je pensais juste qu'une fille devrait savoir. Elle est dans l'allée, 3e étage, chambre 312. Mais vous ne l'avez pas appris de moi. La ligne s'est coupée. Jennifer est restée là, le téléphone à la main, l'esprit s'emballant. C'était ça. C'était la preuve dont elle avait besoin. Sa mère, confuse et désorientée, dans un hôpital. C'était parfait. Elle a appelé John. Trouve Russo.
Dis-lui de nous rejoindre à l'hôpital général de Boston. Et appelle l'école. On va chercher Sammy. Pourquoi Sammy? Parce que quand on trouvera maman, elle aura besoin de voir ce qu'elle fait à sa famille. Elle aura besoin de voir son petit-fils. Peut-être que ça la sortira de sa crise. Ou peut-être que ça empirera les choses. Ça m'est égal. On a besoin de témoins. On a besoin de preuves. Et on a besoin de lui faire comprendre ce qu'elle nous fait subir. Elle a raccroché avant que John ne puisse argumenter. 45 minutes plus tard, ils étaient à l'Académie Saint-Jude. Jennifer a marché droit vers la clôture de la cour de récréation où les élèves de 4e année étaient en récréation. Sammy, a-t-elle appelé. Son fils a levé les yeux de l'endroit où il échangeait des cartes de baseball avec un ami. Son visage s'est illuminé. Maman. Viens, chérie. Urgence familiale. Madame, vous devez le faire sortir par le bureau. La surveillante de la cour de récréation a commencé à se diriger vers elle. On n'a pas le temps. Jennifer a passé la main par-dessus la clôture et a soulevé Sammy. Il devenait grand. 10 ans, presque trop lourd à soulever, mais l'adrénaline l'a rendue forte. Elle l'a posé de l'autre côté de la clôture et a attrapé sa main. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi l'urgence? Mamie Ashley est malade. On doit aller la voir. Ils sont arrivés à la voiture où John attendait, Russo sur la banquette arrière avec sa mallette médicale. Sammy est monté, a regardé l'étranger. C'est qui, lui? C'est le docteur Russo. Il va aider mamie. Elle va bien? Jennifer a croisé le regard de John dans le rétroviseur. A vu son propre désespoir s'y refléter. Elle ira bien, a dit Jennifer. Elle ira bien une fois qu'on lui aura apporté l'aide dont elle a besoin. J'étais assise dans le bureau de l'administrateur de l'hôpital, regardant les images de sécurité de l'entrée principale. Le docteur Patricia Wood se tenait à côté de moi, le visage pâle. Ashley, c'est de la folie. Tu te sers de toi-même comme appât. Je me sers de leur cupidité comme appât, ai-je corrigé. Il y a une différence. Et si ça tourne mal? Et si ce médecin essaie vraiment de te droguer? Alors les 6 policiers de la cafétéria l'arrêteront, avec ma fille. J'ai gardé les yeux sur l'écran. Patricia, je sais ce que je fais. Vraiment? Elle a attrapé mon épaule, m'a forcé à la regarder. Parce que de mon point de vue, tu joues un jeu très dangereux avec ta propre liberté. J'ai joué la sécurité pendant 5 ans. Regarde où ça m'a mené. Je me suis retourné vers l'écran. Jennifer doit apprendre que les actions ont des conséquences. Et j'ai besoin de savoir. Ma voix s'est étranglée. J'ai besoin de savoir s'il reste quelque chose de ma fille qui vaille la peine d'être sauvée. Et s'il n'y en a pas? Alors au moins, je le saurai. Une voiture s'est arrêtée à l'entrée. La BMW de John. Ils sont là, ai-je dit. J'ai vu Jennifer sortir, j'ai vu son pull Sammy de la banquette arrière, j'ai vu un homme que je supposais être le docteur Russo émerger, portant une mallette médicale noire. Mon petit-fils avait l'air confus, effrayé. Et c'est là que je l'ai vu. Jennifer a attrapé le bras de Sammy brutalement, assez fort pour qu'il tressaille. Elle s'est penchée et lui a dit quelque chose. Il a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'elle fait? A chuchoté Patricia. J'ai zoomé la caméra. Jennifer le coachait, lui disait quoi dire. Et quand il n'a pas répondu comme elle le voulait, elle a serré plus fort. Je pouvais voir les marques se former sur son bras, des croissants rouges où ses ongles s'enfonçaient. Non, ai-je soufflé. Non, Jennifer, ne fais pas ça. Mais elle l'a fait. Elle l'a pincé fort. Le visage de Sammy s'est décomposé. De vraies larmes maintenant. Pas les fausses que Jennifer voulait. Une vraie douleur. Et Jennifer a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Mamie Ashley, a sangloté Sammy dans la caméra. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai peur. S'il te plaît. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Quelque chose qui se fissurait depuis des jours s'est finalement complètement brisé. Ça suffit, ai-je dit, ma voix glaciale. Patricia, appelle la police. Dis-leur d'intervenir dès que Jennifer et Russo entreront dans le bâtiment. Et appelle les services de protection de l'enfance.
Je veux que Sammy soit retiré de leur garde immédiatement. Ashley. Elle lui a fait du mal. Elle lui a fait du mal pour me manipuler. Je me suis levé, tout mon corps tremblant. Elle a franchi une ligne qu'elle ne sait même pas qu'elle existe. Je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? A demandé Patricia. Mettre fin à tout ça. Jennifer a franchi les portes automatiques de l'hôpital général de Boston, tirant Sammy par la main. John suivait avec le docteur Russo, traînant derrière comme une ombre. Son cœur battait la chamade. C'était ça. C'était le moment où tout allait basculer. Il trouverait Ashley confuse et désorientée. Russo documenterait son état. Il la ferait interner. Et dans 72 heures, Jennifer aurait la procuration. Tout reviendrait à la normale. Elle s'est approchée du bureau d'accueil. Je cherche ma mère, Ashley Morgan. Elle a été admise dans le service de gériatrie. La réceptionniste a regardé son ordinateur, a froncé les sourcils. Je ne vois personne de ce nom. Elle s'est peut-être enregistrée sous un autre nom. Elle est confuse. C'est pour ça qu'on est là. Madame, je ne peux pas vous donner d'informations sur les patients-ci. J'ai reçu un appel d'un de vos employés. Elle a dit que ma mère était dans la chambre 312, elle est. Le froncement de sourcils de la réceptionniste s'est accentué. La chambre 312 est dans le solarium, pas dans le service de gériatrie, et ce n'est pas une chambre de patient. Dites-moi juste où c'est. 3e étage. Prenez l'ascenseur à droite. Mais madame, je devrais vraiment. Jennifer se déplaçait déjà. Elle a traîné Sammy vers les ascenseurs, John et Russo se dépêchant pour suivre. Maman, tu me fais mal à la main, a gémi Sammy. Chut, pas maintenant. Ils se sont entassés dans l'ascenseur. Jennifer a appuyé sur le bouton pour le 3e étage. La porte s'est refermée. Et dans cette petite boîte en métal, Jennifer a ressenti le premier flottement de doute. C'était trop facile. L'appel anonyme, le numéro de chambre exact, les portes non verrouillées. John, a-t-elle dit lentement. Et si? Mais l'ascenseur a sonné. 3e étage. Les portes se sont ouvertes. Ils sont sortis dans un couloir lumineux et rempli de plantes. Des panneaux indiquaient le solarium. Jennifer les a suivis, son doute grandissant à chaque pas. Les portes du solarium étaient en verre. Elle pouvait voir à l'intérieur. Voir le fauteuil roulant près de la fenêtre, une silhouette enveloppée dans une couverture, assise immobile. C'est elle, a-t-elle chuchoté. Elle a poussé les portes. La pièce était magnifique, pleine de plantes et de soleil. De grandes fenêtres donnant sur l'horizon de Boston. Et au centre, tourné le dos à eux, le fauteuil roulant. Mère, a appelé Jennifer. Sa voix a résonné dans l'espace vide. Pas de réponse. Elle s'est approchée. Mère, c'est Jennifer. On est venu te ramener à la maison. Toujours rien. Russo s'est avancé, sortant une seringue de son sac. Madame Morgan, je suis le docteur Russo. Je suis là pour aider. Restez calme. Il s'est approché du fauteuil roulant par derrière. Jennifer a tiré Sammy en avant. Regarde, maman. Sammy est là. Ton petit-fils. Sammy pleurait doucement. Je veux rentrer à la maison. Dans une minute, bébé. D'abord, on doit aider mamie. Russo a tendu la main vers la silhouette dans le fauteuil roulant, a attrapé l'épaule, a commencé à la retourner. Et les portes derrière eux ont éclaté. Police. Lâchez l'arme. Tout s'est passé en même temps. Jennifer s'est retournée, a vu 8 officiers en tenue tactique inonder la pièce, a vu leurs armes dégainées. Russo a laissé tomber la seringue. Elle a heurté le sol et s'est brisée, un liquide clair se répandant sur le carrelage. Et le fauteuil roulant s'est retourné. Mais ce n'était pas Ashley. C'était une inspectrice de police, une femme d'une 40aine d'années portant un gilet tactique par-dessus sa blouse d'hôpital. Quoi? Jennifer ne pouvait pas former de mots. Qu'est-ce que c'est? Jennifer Morgan est... L'inspectrice s'est levée du fauteuil roulant. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'agression, complot en vue de commettre une fraude et mise en danger d'enfant. Mise en danger d'enfant? Je suis sa mère. Un des officiers s'est avancé avec une tablette.
La retourner pour montrer à Jennifer les images de sécurité du parking. Jennifer pinçant le bras de Samy, enregistrant ses larmes forcées. Non, a chuchoté Jennifer. Non, ce n'est pas, c'est hors contexte. Les mains derrière le dos, madame. Du métal froid a cliqué autour de ses poignets. Des menottes. John était déjà menotté, on lui lisait ses droits. Russo était à genoux, les mains sur la tête. Et Samy, une femme en civil, un badge des services de protection de l'enfance autour du cou, le soulevait, l'emmenant loin du chaos. Maman, a-t-il crié. Maman. Samy, bébé, ça va aller. Vous avez le droit de garder le silence. Les mots ont submergé Jennifer comme de l'électricité statique. Elle ne pouvait pas penser, ne pouvait pas respirer. C'était faux. Tout était faux. Et puis elle l'a entendu. Des pas lents, mesurés, confiants. Elle a tourné la tête. Et là, sortant du bureau de l'administrateur dans un tailleur Chanel parfaitement ajusté et des talons, se trouvait Ashley Morgan. Pas confuse, pas désorientée, pas en blouse d'hôpital. Puissante, en contrôle, terrifiante. Bonjour, Jennifer, a dit Ashley. Les jambes de Jennifer ont fléchi. Si l'officier ne l'avait pas tenue, elle serait tombée. Maman. Sa voix est sortie petite, brisée. Tu m'as piégé. Je t'ai donné le choix. Ashley s'est arrêtée à 1 mètre de là. Hier soir au dîner, tu aurais pu t'excuser. Ce matin, tu aurais pu partir. Mais tu as choisi ça. Tu as choisi de me traquer. Tu as choisi de faire du mal à mon petit-fils. Elle a regardé Samy être emmené par l'assistante sociale. Le garçon pleurait toujours. Il a peur, a dit Jennifer. S'il te plaît, tu lui fais peur. Je lui fais peur? La voix d'Ashley était calme. Mortelle. Tu l'as pincé assez fort pour lui faire un bleu. Tu l'as fait pleurer de vraies larmes pour me manipuler. Et c'est moi qui lui fais peur. Ashley s'est approchée. Assez près pour que Jennifer puisse voir la douleur dans ses yeux, la rage, le chagrin. Je t'ai mieux élevé que ça, a chuchoté Ashley. Je t'ai tout donné. Mon nom, mon entreprise, mon amour. Et tu l'as jeté pourquoi? Pour de l'argent? C'est toi qui as pris l'argent. J'ai pris mon argent. Que tu dépensais comme si c'était de l'eau. La voix d'Ashley s'est élevée. J'ai travaillé 70 heures par semaine pour bâtir cette entreprise. J'ai tout sacrifié. Et tu as traité mon cadeau à Samy de déchet. Jennifer pleurait maintenant. De vraies larmes, comme celles de Samy. Je suis désolé. Je suis désolé. D'accord. J'ai été cruel. J'ai eu tort. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne prends pas Samy. Ne. Tu me l'as pris en premier. Ashley s'est détournée. 5 ans, Jennifer. 5 ans. Je l'ai à peine vu parce que tu l'as tenu éloigné de moi. Tu lui as dit que j'étais occupé. Tu lui as dit que je n'avais pas le temps. Ce n'est pas, ne me mens pas, Ashley s'est retournée et pour la première fois, Jennifer a vu des larmes sur le visage de sa mère. J'ai les SMS, les emails. Tu as dit à son école que je n'étais pas autorisé à le récupérer. Tu as annulé mes visites. Tu m'as effacé de sa vie. Et maintenant tu es surprise que je le reprenne. L'officier a commencé à tirer Jennifer vers la porte. Maman, s'il te plaît. Jennifer s'est débattue contre les menottes. S'il te plaît, je suis ta fille. Ashley l'a regardée, et à ce moment-là, Jennifer a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Rien. Pas d'amour, pas de haine, juste rien. Tu as cessé d'être ma fille, a dit Ashley doucement. Au moment où tu as décidé que je valais moins que ton compte en banque. Jennifer a été traînée hors du solarium, à travers les couloirs, devant des infirmières qui la dévisageaient et des patients choqués. La dernière chose qu'elle a vue, c'est Ashley, debout, seule dans cette pièce ensoleillée, droite et forte et absolument seule. Et Jennifer a réalisé, trop tard, ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas seulement perdu l'argent de sa mère. Elle avait perdu sa mère. Je suis restée assise dans le bureau de l'administrateur longtemps après qu'ils aient emmené Jennifer. Patricia m'a apporté du thé. Je ne l'ai pas bu. Tu trembles, a-t-elle dit.
J'ai regardé mes mains. Elle avait raison. J'ai besoin de voir Samy. L'assistante sociale l'a dans une pièce privée. Il l'évalue, s'assure qu'il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé. Il est traumatisé. Il y a une différence. Je me suis levé. Mes jambes semblaient instables. Emmène-moi à lui. Patricia a posé une main sur mon bras. Ashley, tu viens de faire arrêter ta fille. Attention. Emmène-moi à mon petit-fils, maintenant. Elle a soupiré, mais m'a conduite dans le couloir jusqu'à une petite salle de consultation familiale. Samy était assis sur un canapé, serrant un ours en peluche que quelqu'un lui avait donné. L'assistante sociale, une femme à l'air aimable nommée Linda, était assise à côté de lui. Mademoiselle Morgan, a dit Linda en se levant. Je suis vraiment désolé pour tout ça. On doit suivre le protocole, mais... Je comprends. Puis-je lui parler seule? Elle a hésité. 5 minutes. Je serai juste dehors. La porte s'est refermée. Je me suis assise sur le canapé, à une distance prudente de Samy. Il avait l'air si petit, si effrayé. Salut, mon chéri, ai-je dit doucement. Il ne m'a pas regardé. Est-ce qu'ils vont en prison, maman et papa? Je ne sais pas encore. Probablement pas en prison, mais ils ont des ennuis. À cause de moi. Non, bébé. Pas à cause de toi. À cause des choix qu'ils ont faits. Maman a dit que tu étais malade. Elle a dit que tu avais besoin d'aide. J'ai senti ma gorge se serrer. Ai-je l'air malade? Il m'a finalement regardé. Ses grands yeux bruns, si semblables à ceux de son grand-père Thomas. Non, a-t-il chuchoté. Tu as l'air en colère. Je suis en colère, mais pas contre toi. Jamais contre toi. Es-tu en colère contre maman? J'ai pensé à mentir. J'ai pensé à lui faciliter la tâche, mais j'avais passé trop d'années à mentir. À Jennifer, à moi-même. Oui, ai-je dit. Je suis très en colère contre ta maman. Elle a fait des choses qui ont blessé des gens. Qui t'ont blessé? Samy a touché son bras là où Jennifer l'avait pincé. Ça ne fait plus mal maintenant. Bien. C'est bien. Nous sommes restés en silence un moment. Puis Samy a dit très doucement, où vais-je vivre? Et voilà, la question que je redoutais. Voudrais-tu vivre avec moi, ai-je demandé. Juste pour un petit moment, jusqu'à ce que tes parents règlent leurs affaires. Au sous-sol? Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Non, mon chéri. Pas au sous-sol. J'ai une maison différente maintenant, avec un grand jardin et une balançoire et ta propre chambre avec les décorations que tu veux. Même des dinosaures. Surtout des dinosaures. Il y a réfléchi alors. D'accord. Mais on peut rendre visite à maman? Bien sûr qu'on peut. Même si elle a des ennuis? Même si elle a des ennuis. Parce que c'est ce que font les familles. On n'abandonne pas les uns les autres, même quand les choses sont difficiles. Samy s'est appuyé contre moi. J'ai mis mon bras autour de lui, j'ai senti son petit corps trembler de sanglots silencieux. Je suis désolé pour ton cadeau d'anniversaire, ai-je chuchoté. Le bon. Maman l'a jeté. Je sais. Mais tu l'as récupéré. Je l'ai vu dans ta chambre. Je l'ai récupéré, parce que certaines choses valent la peine d'être gardées, même quand d'autres pensent que ce sont des déchets. Comme moi. Mon cœur s'est brisé à nouveau. Surtout comme toi. J'ai tenu mon petit-fils et je l'ai laissé pleurer. Je me suis laissé pleurer aussi. Par la fenêtre, Boston continuait sa vie. Les gens se précipitant au travail. La circulation bourdonnante. Le monde tournant comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. J'avais gagné la bataille, repris mon pouvoir, détruit le monde de ma fille, et tout ce que cela m'avait coûté, c'était ma famille. Est-ce que ça en valait la peine? Demandez-moi encore dans 10 ans, quand Samy aura 20 ans, quand il sera devenu le genre d'homme qui valorise le caractère plutôt que l'argent. Alors peut-être que j'aurai une réponse. Les néons bourdonnaient au-dessus. Jennifer était assise sur un banc en métal dans la cellule de détention, portant toujours son tailleur Chanel. Il était froissé maintenant, taché de café de l'arrêt de l'officier de police à Dunkin' Donuts. Il y a 24 heures, elle buvait du champagne à l'émeraude. Maintenant,
elle était en prison de Comté en attendant son audience de libération sous caution. Sa compagne de cellule s'appelait Rita. Le visage dur, des tatouages de prison, des yeux qui en avaient trop vu. « Pourquoi t'es là, princesse ?» a demandé Rita, sans lever les yeux du magazine qu'elle lisait. « Ma mère m'a piégé », a dit Jennifer. Rita a ri, un rire dur et amer. « Bien sûr, ma chérie. Bien sûr qu'elle l'a fait. » Jennifer n'a pas répondu. « À quoi bon ?» Le garde a appelé son nom. « Morganey. Vous avez fait votre caution. » Elle s'est levée, les jambes tremblantes. Quelqu'un avait payé la caution. Dieu merci. Ça devait être John. Il avait trouvé de l'argent quelque part. Peut-être emprunté à ses parents. Peut-être. Elle est sortie dans la zone de traitement. Et là, il y avait John. Mais il ne souriait pas. N'était pas soulagé. Il avait l'air coupable. « Jen », a-t-il dit. « On doit parler. »« C'est toi qui as payé la caution ?»« C'est l'avocat de ta mère, Sullivan. Il a dit qu'il était dans l'intérêt de la justice que tu sois présente à l'audience d'urgence. » L'estomac de Jennifer s'est noué. Elle a payé ma caution. C'est un piège. Ça doit l'être. Elle veut que je sois là pour qu'elle puisse. John s'est arrêté, a détourné le regard. Je ne peux plus faire ça. Faire quoi? Ça, nous. Nous battre contre ta mère, tout perdre. Il a passé la main dans ses cheveux, les cheveux qu'elle avait toujours aimés parce qu'ils étaient épais et foncés et lui donnaient l'air d'une star de cinéma. Mon avocat dit que si je coopère, je pourrais éviter la prison. Les mots ont mis un moment à faire leur effet. Coopérer? La voix de Jennifer est sortie petite. Coopérer comment? J'étais là, Jen. Au restaurant. À l'hôpital. J'ai des enregistrements, des photos. Je peux témoigner sur le plan de droguer ta mère. Tu faisais partie de ce plan. Je sais, et je suis désolé, mais je dois me sauver. Je dois. Sa voix s'est brisée. Mes parents m'ont coupé les ponts quand je t'ai épousé. Tu te souviens? Je n'ai rien. Pas d'argent de famille, pas de fonds en fiducie. Si je vais en prison, je perds tout. Tu as déjà tout perdu. On a tous les deux tout perdu. Non. John a secoué la tête. Tu as tout perdu. J'ai encore une chance. Jennifer a senti quelque chose de froid se répandre dans sa poitrine, comme de l'eau glacée dans ses veines. Tu vas témoigner contre moi. Je dois le faire. Je suis ta femme. Tu étais ma femme quand tu avais de l'argent. Les mots sont sortis durs. Méchant. Je ne t'ai pas épousée par amour, Jennifer. Je t'ai épousée parce que tu étais la fille d'Ashley Morgan. Parce que tu venais avec une entreprise, un manoir et un avenir. Tu as dit que tu m'aimais. J'aimais ton style de vie. Il y a une différence. Il a commencé à reculer vers la porte. Mon avocat attend. Je suis désolé. Vraiment. Mais tu comprends, n'est-ce pas? Je dois survivre. John, s'il te plaît. Au revoir, Jennifer. Il est sorti et Jennifer est restée là, dans la zone de traitement de la prison de Comté, dans son tailleur Chanel taché, regardant son mari l'abandonner. Elle a commencé à rire. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était le rire de quelqu'un dont l'esprit se fissurait sous le poids de trop de pertes. Le garde l'a regardée avec inquiétude. « Madame, ça va? » « Je vais bien », a haleté Jennifer entre deux rires. « Je suis parfaite. Ma mère m'a détruite. Mon mari m'a trahi et je risque la prison. Tout est merveilleux. » Le rire s'est transformé en pleurs. Et puis elle n'a plus pu faire la différence. Tribunal de la famille, comté de Suffolk. Mardi matin, 9h. Jennifer était assise à la table de la défense avec un avocat commis d'office. Un homme à l'air fatigué nommé Marcus Reeves qui s'était présenté 5 minutes avant le début de l'audience. « Soyez juste honnête », lui a-t-il dit. « Montrez des remords. Espérez le meilleur. » De l'autre côté de l'allée, Ashley était assise avec Robert Sullivan. Elle portait un tailleur bleu marine, des perles. Ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés. Elle avait l'air de l'argent et du pouvoir et de tout ce que Jennifer avait perdu. Leurs regards se sont croisés.
Jennifer a détourné les yeux la première. La juge Margaret Holland est entrée. Tout le monde s'est levé. Asseyez-vous. La juge a dit qu'elle avait peut-être 60 ans, des cheveux grisâciés et des yeux qui semblaient avoir vu toutes les excuses du monde. Nous sommes ici pour une audience d'urgence concernant la garde de l'enfant mineur Samuel, âgé de 10 ans. De plus, nous traitons des motions préliminaires dans l'affaire pénale contre Jennifer Morgan et John. Elle a regardé Jennifer par-dessus ses lunettes de lecture. Madame Morgan, vous êtes représentée par Monsieur Reeves aujourd'hui. Oui, votre honneur. Et vous comprenez que tout ce qui sera dit ici pourra être utilisé contre vous dans la procédure pénale. Je comprends. Très bien. Monsieur Sullivan, vous représentez la requérante Ashley Morgan. Sullivan s'est levé. C'est exact, votre honneur. Et que demande Madame Morgan? La garde d'urgence de son petit-fils Sammy. Le retrait temporaire des droits parentaux de Jennifer Morgan et John en attendant l'issue de la procédure pénale. Et il a fait une pause. Une conclusion formelle que les accusés sont des parents inaptes. Jennifer a ressenti les mots comme une gifle. C'est une requête sérieuse, a dit la juge Holland. C'est une situation sérieuse, votre honneur. Sullivan a sorti une tablette. Nous avons des preuves vidéo de Madame Morgan abusant physiquement de l'enfant pour le contraindre à faire une fausse déclaration. Nous avons le témoignage du personnel de l'hôpital. Nous avons des enregistrements des accusés conspirant pour commettre une fraude et un abus de personnes âgées. J'aimerais d'abord entendre Madame Morgan, a dit la juge. Avant d'examiner les preuves, Madame Morgan, souhaitez-vous témoigner? Marcus Reeves s'est penché. Vous n'êtes pas obligé, mais... Jennifer s'est levée. J'aimerais parler, votre honneur. Approchez de la barre. Jennifer s'est approchée de la barre des témoins sur des jambes tremblantes. Elle a prêté serment, s'est assise. La juge Holland l'a regardée. Racontez-moi ce qui s'est passé. Jennifer a pris une inspiration. Par où commencer? J'aime ma mère, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée. Je l'ai toujours aimée. Mais elle n'a jamais été là quand j'étais enfant. Je veux dire, elle travaillait toujours, bâtissant Morgan Logistique. Elle partait avant que je ne me réveille. Rentrait à la maison après que je sois allé me coucher. J'ai été élevé par des nounous. Le visage d'Ashley ne montrait aucune émotion. Elle restait juste assise là, les mains jointes. Continuez, a dit la juge. J'ai tellement essayé de la rendre fière. J'ai eu d'excellentes notes. Je suis allé à la Harvard Business School comme elle. J'ai appris l'entreprise de fond en comble. Et il y a 5 ans, elle m'a donné le poste de PDG. On dirait qu'elle était fière de vous. C'est ce que je pensais aussi. Je pensais que finalement, enfin, elle me voyait. Elle m'appréciait. Jennifer s'est essuyé les yeux. Mais ensuite, elle a emménagé au sous-sol. Elle s'est rendue invisible. Et je l'ai laissé faire. J'étais tellement occupé à diriger l'entreprise, à réussir, à prouver que je pouvais le faire. Que vous avez oublié d'être sa fille. Les mots flottaient dans l'air. Oui, a chuchoté Jennifer. J'ai oublié d'être sa fille. Je l'ai traitée comme si elle était un obstacle, comme si elle était un fardeau. Et l'incident au restaurant? Jennifer a fermé les yeux. J'ai été cruel. Je l'ai humiliée devant tout le monde. Elle a apporté à mon fils un bon de $50, un cadeau attentionné, quelque chose de significatif, et je l'ai jeté à la poubelle et je l'ai traité de déchet. Pourquoi? Parce que j'étais gêné. Parce que mes associés étaient là. Parce que je voulais qu'ils me voient comme puissante et réussie, pas comme la fille d'une vieille femme donnant des cadeaux bon marché. La juge Holland s'est penchée en avant. Et après que votre mère vous ait coupé les vivres financièrement, qu'avez-vous fait alors? J'ai paniqué. On n'avait rien. Pas d'argent, pas de maison, rien. Alors Elle s'est arrêtée, a regardé Ashley. J'ai essayé de lui faire du mal. J'ai essayé de la faire déclarer inapte pour tout reprendre. Et votre fils, la vidéo où vous l'avez blessé? Les mains de Jennifer tremblaient. Je me suis dit que j'étais désespéré, que j'avais besoin d'un levier, que ma mère verrait Sammy pleurer et accourait et que tout reviendrait à la normale. Mais vous l'avez blessé pour obtenir ses larmes. Oui. Le mot est sorti comme un sanglot.
Oui, je l'ai blessé. Mon propre fils. Et je ne peux pas revenir en arrière. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes. Le genre qui venait de quelque part de profond et de brisé à l'intérieur. Votre honneur, ma cliente a montré de véritables remords, a commencé Marcus, mais Jennifer l'a interrompu. Je ne mérite pas de pitié. Je ne mérite pas mon fils. Ma mère a raison. Je suis inapte. La salle d'audience est devenue silencieuse. La juge Hollande l'a étudiée pendant un long moment. Puis elle a dit, « Mademoiselle Morgan, souhaitez-vous répondre ?» Ashley s'est levée lentement. Elle n'a pas regardé Jennifer. J'aimerais. Je me suis dirigé vers la barre des témoins, le cœur battant dans ma poitrine. C'était ça. Le moment vers lequel je m'étais dirigé, le moment que j'avais redouté. J'ai prêté serment, je me suis assise, j'ai regardé la juge, pas Jennifer. Mademoiselle Morgan, a dit la juge Hollande, vous avez entendu le témoignage de votre fille. Que souhaitez-vous dire? Jennifer a raison, ai-je dit. Ma voix était stable, calme. Des années de négociations en salle de conseil m'avaient appris à cacher mes émotions. J'étais absente. Je travaillais 70, 80 heures par semaine. J'ai manqué des anniversaires, des pièces de théâtre scolaires et des réunions parents-professeurs. Je construisais un empire, mais j'échouais en tant que mère. Jennifer a levé les yeux, surprise. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, ai-je continué. Je pensais que subvenir à ses besoins, lui donner des opportunités, lui construire un avenir, je pensais que c'était de l'amour. Mais elle avait besoin de moi. Elle avait besoin d'une mère, pas d'une PDG. Alors, vous acceptez la responsabilité de la rupture de la relation? Partiellement, oui. J'ai pris une inspiration. Mais Jennifer a fait des choix aussi. Elle a choisi la cruauté plutôt que la gentillesse. Elle a choisi l'argent plutôt que la famille. Et elle a choisi de faire du mal à mon petit-fils. Parlez-moi de la demande de garde. Samy est la seule personne innocente dans ce gâchis. Il mérite mieux que des parents qui l'utilisent comme un pion. Il mérite la stabilité, la sécurité, l'amour. Et vous pensez que vous pouvez lui fournir ça? Je sais que je le peux. Parce que j'ai appris de mes erreurs avec Jennifer. Je ne les referai pas, la juge Hollande a hoché la tête. Monsieur Sullivan a mentionné des preuves supplémentaires, quelque chose sur la structure de la fiducie. C'était ça. Sullivan s'est levé. Votre honneur, l'accord de fiducie spécifie que les bénéficiaires doivent être des descendants biologiques directs d'Ashley Morgan. Nous aimerions soumettre des preuves concernant le statut biologique de Madame Jennifer Morgan. L'avocat de Jennifer s'est levé d'un bond. Objection. Pertinence. C'est une audience de garde, pas une affaire de paternité. C'est pertinent pour les accusations de fraude, a dit Sullivan en douceur. Madame Morgan s'est présentée comme la fille biologique et l'héritière légale d'Ashley Morgan. Si c'est faux. Ce n'est pas faux, s'est levée Jennifer. Elle est ma mère. Elle m'a élevé. La juge Hollande a frappé de son marteau. Madame Morgan, asseyez-vous. Monsieur Sullivan, quelle preuve avez-vous? Sullivan lui a tendu une enveloppe manille. C'est un test ADN effectué il y a 45 ans. Il est scellé depuis 1980. Mademoiselle Morgan est prête à en expliquer le contenu. La juge a ouvert l'enveloppe, a lu le document à l'intérieur. Ses sourcils se sont haussés. Mademoiselle Morgan, est-ce exact? J'ai senti ma gorge se serrer. Oui, votre honneur. Souhaitez-vous présenter cela à la cour? J'aimerais d'abord le donner à Jennifer. La juge a remis le document à l'huissier. Donnez ceci à l'accusé. Jennifer a pris le papier avec des mains tremblantes, a commencé à lire. J'ai observé son visage. J'ai observé le moment où elle a compris. Non, a-t-elle chuchoté. Non, c'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge, Jennifer, ai-je dit tranquillement. Elle a levé les yeux vers moi. Probabilité de maternité, 0%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas ta mère biologique. La salle d'audience a éclaté. L'avocat de Jennifer criait. La galerie bourdonnait. La juge Hollande frappait de son marteau, mais tout ce que je pouvais voir, c'était le visage de Jennifer, blanc, choqué, brisé.
Votre honneur, ai-je dit en élevant la voix pour être entendu. Puis-je expliquer? Ordre. Ordre. La juge a ramené le calme dans la salle. Oui, mademoiselle Morgan, veuillez expliquer. J'ai regardé Jennifer. Je l'ai vraiment regardée. Il y a 45 ans, ai-je commencé. J'étais marié à Thomas Morgan, ton père. On était jeunes. J'avais 27 ans, je construisais l'entreprise, je travaillais constamment. Thomas se sentait négligé. Jennifer me regardait comme si j'étais une étrangère. Il a eu une liaison avec une femme nommée Caroline Brox. Elle était monitrice de tennis dans notre club des Hantons. La liaison a duré 6 mois, puis Caroline est tombée enceinte. Non, a dit Jennifer, mais sa voix n'avait aucune force. Thomas m'a tout avoué, a imploré mon pardon. Caroline ne voulait pas du bébé. Elle avait ses propres ambitions de carrière. Elle allait interrompre la grossesse ou donner le bébé à l'adoption. J'ai senti des larmes monter. Je les ai repoussées. Thomas était dévasté. Il ne pouvait pas supporter l'idée que son enfant aille à des étrangers. Alors, j'ai pris une décision. Tu mens, a dit Jennifer. Tu mens pour me faire du mal. Je te dis la vérité. Enfin. J'ai sorti un autre document. C'est la déclaration sous serment de Caroline. Elle est prête à témoigner. Elle t'a donné naissance en juillet 1980. Elle te m'a remise à l'hôpital, et je t'ai ramenée à la maison et je t'ai élevée comme la mienne. Les mains de Jennifer tremblaient si fort que les papiers ont bruissé. Personne ne le savait, ai-je continué. On a simulé une grossesse. J'ai porté du rembourrage. J'ai limité les apparitions publiques. Quand tu es née, j'ai été inscrite comme mère sur ton certificat de naissance. Et à partir de ce moment, tu étais à moi. Pourquoi? La voix de Jennifer s'est brisée. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que Thomas était mon mari. Parce que je l'aimais malgré ce qu'il avait fait. Et parce que je te voulais. Je me suis penché en avant. Je t'ai tenu dans mes bras quand tu avais quelques heures, Jennifer. J'ai changé tes couches. Je suis resté éveillé avec toi quand tu faisais des cauchemars. Je t'ai appris à faire du vélo. Tu étais ma fille de toutes les manières qui comptaient. Sauf la biologie. La biologie, ce n'est que de l'ADN. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas du sacrifice. Ce ne sont pas 45 ans à être ta mère. Jennifer s'est levée. Alors pourquoi me le dire? Pourquoi détruire ma vie et ensuite me dire que je ne suis même pas ta vraie fille? Parce que tu dois comprendre ce que tu as perdu. Ma voix s'est durcie. Tu n'as pas seulement perdu de l'argent, Jennifer. Tu as perdu une mère qui t'a choisi. Qui t'a élevé quand elle n'y était pas obligée, qui t'a donné tout ce qu'elle avait. Tu m'as donné des choses. Je t'ai donné moi. Chaque dollar que j'ai gagné est allé à ton éducation, ton avenir, ta sécurité. Chaque heure que j'ai travaillé était pour toi. Oui, j'étais absente. Oui, j'ai fait des erreurs. Mais je t'aimais. J'ai choisi de t'aimer. Et maintenant tu choisis de me détruire. Non. J'ai secoué la tête. Tu t'es détruite toi-même quand tu as jeté ce bon à la poubelle. Quand tu m'as traité de déchet. Quand tu as fait du mal à Sammy. Tu as fait ses choix, pas moi. Sullivan s'est avancé. Votre honneur, il y a une implication juridique ici. L'accord de fiducie de la famille Morgan spécifie que les bénéficiaires doivent être des descendants biologiques directs. Madame Morgan n'est pas une descendante biologique. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé Jennifer. Ça veut dire que vous n'avez aucune réclamation légale sur la succession Morgan, a dit Sullivan. Jamais. L'argent, la maison, l'entreprise. Vous l'empruntiez. Et maintenant, le prêt est dû. Les jambes de Jennifer ont cédé. Elle s'est effondrée sur sa chaise. Qui suis-je, a-t-elle chuchoté. Si je ne suis pas la fille d'Ashley Morgan, alors qui suis-je? J'ai senti ma poitrine se contracter. Tu es Jennifer Morgan. Tu es une femme qui a fait des erreurs. Tu es la mère de Sammy. Tu es. Je ne suis personne. Elle m'a regardé avec des yeux vides. Je suis la fille d'une femme nommée Caroline qui ne voulait pas de moi. Je suis une erreur, un bébé d'une liaison. Rien. Tu n'es pas rien.
Si, je le suis. Elle l'a crié. Toute ma vie est un mensonge. Mon nom est un mensonge. Ma famille est un mensonge. Tout est un mensonge. Elle s'est levée, a attrapé le test ADN et l'a déchiré en deux. Je n'accepte pas ça. Je ne peux pas, elle hyperventilait maintenant, faisant une crise de panique. L'huissier s'est approché d'elle, mais la juge Hollande a levé la main. Madame Morgan, asseyez-vous. Respirez. Mais Jennifer ne pouvait pas respirer. Elle haletait, le visage rouge, les yeux hagards. Urgence médicale, a dit la juge. Huissier, appelez de l'aide. Les ambulanciers sont venus, ont donné de l'oxygène à Jennifer, ont vérifié ses signes vitaux. Je suis restée assise à la barre des témoins et j'ai regardé ma fille, pas ma fille, s'effondrer. Et je me suis demandé pour là. Ils ont dû suspendre l'audience pendant 1 heure pendant que Jennifer se remettait. Je me suis assise dans une pièce privée avec Patricia et Sullivan. C'était brutal, a dit Patricia doucement. C'était la vérité. La vérité peut être brutale. Elle a posé sa main sur la mienne. Ashley, ça va? Est-ce que ça allait? Je venais de détruire l'identité d'une femme que j'avais élevée pendant 45 ans. Je lui avais enlevé son argent, sa maison, son mari, son enfant et son identité. Non, ai-je dit. Je ne vais pas bien. Veux-tu arrêter? On peut négocier. Rétablir une partie de l'argent, trouver un accord de garde. Non. J'ai retiré ma main. Elle a fait du mal à Samy. C'est la ligne rouge. Je ne la franchirai pas, Sullivan s'est éclairci la gorge. Ashley, il y a autre chose. John a officiellement demandé l'immunité en échange de son témoignage. Le procureur est enclin à l'accorder. Donc, il s'en sort libre? Oui. Et Jennifer fait face aux accusations seule. Enlèvement, mise en danger d'enfant, complot en vue de commettre une fraude. Elle risque de 8 à 10 ans. 8 à 10 ans. Ma fille aurait 53 ans à sa sortie. J'ai fermé les yeux. Que ai-je fait? Vous avez protégé votre petit-fils, a dit Sullivan. Vous avez fait respecter les conséquences pour des crimes graves. Vous avez. J'ai détruit ma famille. Patricia a serré mon épaule. Ta famille s'est détruite elle-même, Ashley. Tu as juste arrêté de faire semblant que tout allait bien. L'audience a repris. Jennifer était de retour à la table de la défense. Plus calme maintenant, sous médicaments probablement. La juge Hollande a regardé les deux parties. J'ai examiné les preuves. J'ai entendu les témoignages et je suis prête à rendre ma décision. La salle d'audience est devenue silencieuse. Premièrement, concernant la garde de Samuel, j'accorde la garde d'urgence temporaire à Ashley Morgan. Les parents n'auront droit qu'à des visites supervisées en attendant la fin des évaluations psychologiques ordonnées par le tribunal. Jennifer n'a pas réagi, elle est juste restée assise là, fixant le vide. Deuxièmement, concernant les accusations criminelles, monsieur s'est vu offrir l'immunité en échange de son témoignage. Madame Morgan, comprenez-vous que votre mari coopère avec les procureurs? Oui, a dit Jennifer. Sa voix était plate. Morte. Et souhaitez-vous plaider à ce stade? L'avocat de Jennifer lui a chuchoté. Elle a secoué la tête. Coupable, a-t-elle dit. Je plaide coupable de toutes les charges. Son avocat a semblé choqué. Madame Morgan, je vous déconseille. Je suis coupable. J'ai fait du mal à mon fils. J'ai essayé de droguer ma mère. Je suis coupable. La juge Hollande l'a étudié. C'est une décision sérieuse. Êtes-vous certaine? Je suis certaine. Je veux que ce soit fini. La juge a hoché la tête lentement. Très bien. La sentence sera fixée dans 30 jours. D'ici là, vous êtes maintenu en détention. La libération sous caution est révoquée. L'huissier s'est levé pour emmener Jennifer. Jennifer m'a regardé une dernière fois. Tu me détestes? La question m'a prise au dépourvu. Est-ce que je la détestais? Non, ai-je dit. Je t'aime. C'est pour ça que ça fait si mal. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas fait ça. Si je ne t'aimais pas, je l'aurais fait il y a des années. Ils l'ont emmené, de retour à la prison de Comté,
de retour dans une cellule, et je suis restée assise là, dans la salle d'audience, entourée d'avocats, de juges et de la machine de la justice. J'avais gagné, alors pourquoi avais-je l'impression d'avoir perdu? 30 jours plus tard, j'étais assise dans la galerie alors que Jennifer était condamnée. On lui avait assigné un meilleur avocat maintenant, une avocate de l'aide juridique nommée Sarah Kim, qui semblait vraiment se soucier d'elle. Votre honneur, a dit Sarah, ma cliente a accepté l'entière responsabilité de ses actes. Elle a exprimé de véritables remords. C'est une délinquante primaire. Nous demandons respectueusement la clémence. Le procureur s'est levé. Le ministère public apprécie le plaidoyer de culpabilité de l'accusé. Cependant, les crimes étaient graves. Mise en danger d'enfants, complot, tentative d'agression sur une personne âgée. Nous recommandons 8 ans. La juge Hollande a regardé Jennifer. Avez-vous quelque chose à dire? Jennifer s'est levée. Elle avait perdu du poids. Son visage était émacié. Ses cheveux étaient tirés en une simple queue de cheval. Je suis désolée, a-t-elle dit. À ma mère, à mon fils, à tous ceux que j'ai blessés. Je n'ai pas d'excuses. Je mérite la punition que vous me donnerez. Elle s'est rassise. La juge a examiné ses notes. Jennifer Morganey, vous êtes par la présente condamnée à 8 ans à l'établissement correctionnel du Massachusetts à Framingham. Vous serez éligible à la libération conditionnelle dans 5 ans, sous réserve d'une bonne conduite et de l'achèvement d'une thérapie ordonnée par le tribunal. 8 ans. Jennifer n'a pas bronché, elle a juste hoché la tête. Ils l'ont emmené menotter. John a été condamné le même jour, mais comme il avait coopéré, il a obtenu la probation. 5 ans de probation, des travaux d'intérêt général obligatoires, des cours de gestion de la colère. Il est sorti du palais de justice en homme libre. Je l'ai regardé partir. Je l'ai regardé monter dans une voiture avec une femme que je ne reconnaissais pas. Jeune, jolie, probablement son prochain gagne-pain. Certaines personnes n'apprennent jamais. Le docteur Vincent Russo a écopé de 5 ans. A perdu sa licence médicale de façon permanente. Les médias se sont régalés. Médecin déshonoré et stratagème d'abus de personnes âgées. Mère contre fille, une dynastie détruite. Diane Carter du Boston Globe a écrit un article qui est devenu viral. L'impératrice dans les airs, comment la cupidité d'une famille a conduit à sa chute. La moitié des commentaires blâmaient Jennifer, l'autre moitié me blâmait. J'ai arrêté de lire après le premier jour. J'étais debout sur la terrasse de ma maison à Cape Cod, regardant Sammy jouer dans le jardin. Il s'était mieux adapté que je ne l'avais prévu. La thérapie a aidé. La routine aussi. Le fait de savoir qu'il était en sécurité aussi. Mamie Ashley, a-t-il appelé. Regarde, j'ai attrapé un crabe. Je suis descendu là où il était accroupi près de la mare. Effectivement, un petit crabe vert se déplaçait dans son seau. C'est merveilleux, mon chéri. Maintenant, laisse-le rentrer chez lui, d'accord? Sa famille doit s'inquiéter. Sammy a soigneusement penché le seau. Le crabe est retourné dans l'eau. Tu penses que maman me manque, a-t-il demandé. La question venait toujours quand je m'y attendais le moins. Je sais qu'elle te manque. On va lui rendre visite la semaine prochaine, tu te souviens? Est-ce qu'elle sera différente? Peut-être. La prison change les gens. Est-ce qu'elle apprend sa leçon? Je me suis assise sur le sable à côté de lui. J'espère. Mais les gens ne changent que s'ils le veulent, Sammy. On ne peut pas les forcer. Il est resté silencieux un moment, construisant un château de sable. Alors, est-ce qu'elle te manque? Est-ce que Jennifer me manquait? Tous les jours, ai-je dit honnêtement. Même si elle a été méchante avec toi. Même si. Parce que je l'ai aimée d'abord, avant qu'elle ne soit méchante. Je l'ai aimée quand elle était petite comme toi. Quand elle avait de grands rêves et un cœur bon. Que lui est-il arrivé? La vie est devenue compliquée et elle a fait de mauvais choix. Je l'ai aidée à construire une tour. Mais tu sais quoi? Elle est toujours ma fille. Et j'espère toujours qu'elle retrouvera le chemin de la personne que j'ai élevée. La personne que tu as choisie, a dit Sammy. Je l'ai regardée, surprise. Quoi? Tu as choisi de l'aimer même si elle n'était pas ton vrai bébé. C'est ce que tu as dit au juge. Tu as entendu ça? La dame de l'aide sociale me l'a dit.
Elle a dit que tu es la personne la plus courageuse qu'elle connaisse. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Je ne me sens pas courageuse. Mais tu le es. Parce que tu as empêché maman de faire du mal aux gens, même si ça t'a rendu triste. De la bouche des enfants. Allez, ai-je dit en me levant. Allons déjeuner. Qu'est-ce que tu veux? Du fromage grillé. Du fromage grillé, ça marche. Nous sommes retournés à la maison main dans la main. Cette nuit-là, après que Samy se soit endormi, je me suis assise à mon bureau et j'ai sorti une lettre qui était arrivée ce matin de Jennifer. Je l'avais fixée toute la journée, effrayé de l'ouvrir. Finalement, j'ai ouvert l'enveloppe. Chère maman, je ne sais pas si je devrais encore t'appeler comme ça. Maman, mère, Ashley. Je ne sais pas comment je suis censé appeler la femme qui m'a élevé mais qui n'est pas de ma famille. Je suis en colère. Je ne vais pas mentir. Je suis tellement en colère que j'ai parfois du mal à respirer. En colère contre toi de ne pas me l'avoir dit. En colère contre papa pour l'adultère. En colère contre moi-même d'avoir été si stupide. Mais surtout, je suis en colère d'avoir perdu tant d'années. Des années que j'aurais pu passer à être ta fille. Ta vraie fille. Celle que tu as choisie, au lieu de courir après l'argent, le statut et les choses qui n'ont pas d'importance. Ma thérapeute ici, oui, je suis en thérapie, ordonnée par le tribunal mais en fait utile, dit que j'essayais de gagner ton amour. Que je pensais que si j'étais assez réussie, assez puissante, assez riche, tu me verrais enfin, tu me choisirais enfin. Mais tu m'avais déjà choisi il y a 45 ans et j'étais trop aveugle pour le voir. Je ne sais pas si tu me pardonneras. Je ne sais pas si Samy le fera. Je ne sais même pas si je me pardonnerai. Mais j'essaie. J'essaie d'être meilleur. De comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, de devenir quelqu'un digne de la seconde chance que tu m'as donnée quand je suis né. Je sais que je suis ici pour 8 ans. C'est long. Samy aura 18 ans à ma sortie, presque un adulte. Lui diras-tu que je l'aime? T'assureras-tu qu'il le sache? Même si je l'ai blessé, même si je l'ai abandonné, je l'aime. Et lui parleras-tu de sa grand-mère biologique, Caroline? Il devrait savoir d'où il vient. Tout. Pas seulement les jolies parties. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout. Jennifer. PS il me laisse avoir le bon de $50 ici. Je le garde dans ma cellule. Il vaut maintenant $73.82. Tu avais raison. La patience paie. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai soigneusement pliée et je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Demain, j'écrirai une réponse. Je lui parlerai de Samy, de la maison, de la vie que nous construisions. Mais ce soir, je suis juste restée assise là et j'ai pleuré. Pour la fille que j'avais perdue, pour la fille que j'avais trouvée. Pour toutes les années que nous avions perdues à être des étrangères sous le même toit. Patricia m'avait demandé si ça en valait la peine. La réponse était toujours non, mais c'était nécessaire. Et parfois, les choses nécessaires font le plus mal. 11e anniversaire de Samy. On l'a fêté à la maison de Cap Cod. Petite fête, ses nouveaux amis de l'école, gâteaux et glaces et rire. Je l'ai regardé souffler les bougies et faire un vœu. Après, quand les invités étaient partis, il s'est assis à côté de moi sur la balançoire du porche. Que as-tu souhaité, ai-je demandé. Je ne peux pas le dire. Ça ne se réalisera pas. D'accord. On s'est balancé dans un silence confortable. L'océan murmurait contre le rivage. Mamie, a dit Samy, j'ai reçu une lettre de maman aujourd'hui. Oh. Elle a dit qu'elle est fière de moi, qu'elle m'aime, qu'elle est désolée de ne pas être à mon anniversaire. Elle est désolée, mon chéri. Je sais. Il s'est appuyé contre moi. Je lui ai répondu. Je lui ai parlé de l'école, de mes nouveaux amis, du projet de science sur lequel on travaille. C'est bien. Elle aimera entendre parler de ta vie. Tu penses qu'elle reviendra quand elle sortira de prison? C'était la question que je redoutais. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Elle pourrait vouloir prendre un nouveau départ ailleurs, construire une nouvelle vie. Ce serait d'accord si elle ne revenait pas. J'y ai pensé. Ce serait triste, mais oui, ce serait d'accord. Parce qu'on ne peut pas forcer les gens à être qui on veut qu'ils soient.
On ne peut que les aimer et espérer qu'ils trouvent leur chemin. Samy a hoché la tête. Puis il a mis la main dans sa poche et a sorti une petite enveloppe. C'est pour toi. Pour mon anniversaire? Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un bon du trésor de $50. Samy. Je l'ai acheté avec mon argent de poche. Enfin, la plupart de mon argent de poche. Tu m'as aidé à ouvrir le compte, tu te souviens? Je m'en souvenais. On était allés à la banque ensemble, on avait ouvert un compte d'épargne, on avait commencé à lui apprendre l'intérêt composé et la gratification différée. Je me suis dit qu'on pourrait commencer une nouvelle tradition, a-t-il dit. Chaque anniversaire, on achète un bon. Et quand je serai vieux comme toi? Et maintenant? Quand je serai grand, j'aurai toute une collection et je les donnerai à mes enfants et ils les donneront à leurs enfants. Et tout le monde se souviendra que les bonnes choses prennent du temps. Je l'ai serré dans mes bras, je l'ai tenu près de moi. C'est une belle tradition, Samy. Tu penses que maman aimerait ça? Je pense que ta maman adorerait ça. On est restés assis ensemble alors que le soleil se couchait sur l'Atlantique. Le ciel est devenu rose, or et violet. Les étoiles ont commencé à apparaître une par une. Mon téléphone a vibré. Un SMS de la prison. Demande de visite approuvée pour samedi prochain. 14h. Jennifer Morganet, détenue numéro 48291. J'ai montré à Samy. Veux-tu aller voir ta maman le week-end prochain? Il y a réfléchi, puis a hoché la tête. Oui. J'ai beaucoup de choses à lui dire. Moi aussi, mon chéri. Moi aussi. J'ai bâti un empire pour tout donner à ma fille. Mais j'ai oublié de lui donner moi. J'ai gagné la guerre. J'ai obtenu justice. J'ai protégé mon petit-fils. Mais j'ai perdu ma fille dans le processus. Est-ce que ça en valait la peine? Demandez-moi encore quand Jennifer sortira. Quand elle aura eu le temps de guérir. Quand nous aurons eu le temps de reconstruire ce que nous avons brisé. Demandez-moi encore quand Samy sera grand. Quand il sera un homme qui valorise le caractère plutôt que l'argent. Quand il sera quelqu'un qui sait que les meilleures choses de la vie ne peuvent pas être achetées. Alors peut-être que j'aurai une réponse. Pour l'instant, j'ai un petit-fils qui m'aime, une maison au bord de l'océan et un bon de $50 qui me rappelle chaque jour que la patience paie. Certaines choses valent la peine d'attendre, même si cela prend toute une vie.